Bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'être si nombreux à suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Semaine marquée par le sommet Afrique-France, tenu cette année dans un format inédit à Montpellier en présence d'Emmanuel Macron et plusieurs jeunes de la société civile africaine. Un format qui a suscité la polémique sur le continent, on en parle évidemment dans cette émission. L'actualité cette semaine, c'est aussi l'annonce du très prochain congrès constitutif du parti de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Voilà pour le sommaire. Avec moi en plateau ce soir, Arthur Banga, historien analyste depuis la France, qui est avec nous grâce au dieu des ondes. Professeur Simplice Dian Yodé, enseignant en philosophie politique, analyste politique, que vous connaissez sur ce plateau. Landry Couillot, juriste, analyste politique également. Marie-Gisèle Nguessan, un visage qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Elle est journaliste. Aristide Nkenda, journaliste éditorialiste. Et nous avons beaucoup de plaisir de recevoir ce soir monsieur Justin Koné-Katina, responsable de la communication, président de la commission communication du congrès constitutif du parti du président Laurent Gbagbo. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Ali. Bonsoir. Des centaines de jeunes de la société civile africaine ont pris part cette semaine à un sommet Afrique-France à Montpellier, présidé par Emmanuel Macron. Un événement inédit visant à tisser de nouveaux liens avec les talents du continent, mais critiqué par beaucoup d'intellectuels et observateurs africains qui demandent des actes concrets. Un sommet qui a aussi permis la création d'un fonds ce vendredi pour la démocratie en Afrique. On fait le point avec Pierre Di-Pomelin et on en parle juste après. Sommet Afrique-France à l'Arena de Montpellier dans le Sud. Un rendez-vous historique sans chef d'État africain, mais des échanges directs et francs entre le président français Emmanuel Macron et près de 3000 jeunes venus du continent africain de la diaspora. Tous les sujets sont abordés, partant de l'aide au développement à la coopération militaire, en passant par la restitution des objets d'art aux pays africains. 11 jeunes sont sélectionnés pour analyser les relations de la France avec l'Afrique et faire une projection sur 2030. Leur porte-parole, l'Ivoirien Arthur Banga, sans langue de bois, il dénonce et propose. Imaginons un instant que nous sommes en 2030 et qu'en 2030, la France a assumé son histoire dans la relation Afrique-France. Dès 2023, la France est enfin sortie du déni. Elle a reconnu sa responsabilité sans tomber dans le piège de la recherche de la pureté. Monsieur le Président, le travail de mémoire de l'esclavage et de la colonisation est enfin permis. Les œuvres restituées sans argument normatif de conservation du patrimoine public, ces œuvres-là participent de cette réparation, Monsieur le Président. Elles nourrissent cette nouvelle relation parce qu'elles circulent dans et hors de nos musées en Afrique comme en France. Monsieur le Président, cette reconnaissance permet ainsi de créer une collaboration plus apaisée, constructive entre nos peuples, mais plus important, entre nos jeunesses. À la suite de Arthur Banga, plusieurs autres intervenants se sont adressés au président français. Vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Monsieur le Président, je vous rappelle que l'intervention militaire étrangère n'a jamais réglé un problème. La Libye, elle est comment aujourd'hui? L'Afghanistan, c'est comment aujourd'hui? Donc l'intervention militaire ne va pas arranger les choses. Je ne voudrais pas que mon pays soit comme la Libye. L'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité, parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devrez le savoir. Pour Emmanuel Macron, il s'agit de tracer de nouveaux sillons. Il faut redéfinir les relations entre son pays et le continent africain. Notre pays s'est construit dans ce rapport à l'Afrique. Et nous avons près de 7 millions de Françaises et de Français dont la vie est intimement, familialement, de manière directe, en première ou deuxième génération, liée à l'Afrique. 7 millions.
Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir un projet d'avenir pour la France. On ne peut pas avoir une France qui embrasse son propre avenir, sa propre destinée, qui construit son propre roman national, comme on le dit, si elle n'assume pas sa part d'africanité. Le traditionnel sommet Afrique-France, 28e du nom, intervient sous ce format particulier, plus de 4 ans après la dernière rencontre en janvier 2017 à Bamako, au Mali. Monsieur, madame, ce sommet a suscité la polémique, comme je l'annonçais en début d'émission, et sur la forme et sur le fond. Sur la forme, déjà, on estime qu'un sommet France-Afrique doit réunir, comme dans le format traditionnel, le président français Emmanuel Macron et les chefs d'État africains. Cette fois-ci, on a eu affaire à un sommet qui réunit Emmanuel Macron et des jeunes de la société civile. Donc sur la forme, déjà, ce sommet a suscité, a fait couler beaucoup d'encre. Professeur Dion, réaction? Oui, alors, il faut peut-être partir du contexte. Ce n'est peut-être plus exactement le même contexte. Nous sommes dans un contexte de forte contestation de la France-Afrique. Il s'agit peut-être pour le président français et pour la France de ne plus documenter leur rapport à l'Afrique sur la base des rapports des chefs d'État et des institutions, mais de construire cette documentation en parlant avec les jeunes Africains eux-mêmes directement. Donc je pense que c'est ce qui peut justifier ce format. Et puis, c'est quelque chose d'assez inédit, vous l'avez souligné tout à l'heure, et d'assez important aussi. On pourra toujours se demander, est-ce que les chefs d'État africains ne vont pas encore là voir dans l'attitude de Macron une attitude d'arrogance qu'on dénonce depuis toujours? Mais combien de chefs d'État seraient prêts eux-mêmes dans leur propre pays à s'adonner à un tel exercice en donnant la parole à leurs jeunes pour leur parler de façon aussi directe et parfois même de façon aussi discourtoise? Donc, le format ne me pose pas en tant qu'intellectuel de problème. Ça va être peut-être un problème institutionnel avec les chefs d'État qui auraient voulu autre chose, parce qu'un chef d'État africain peut se dire, est-ce que moi j'ai le droit de faire venir en Afrique, de faire venir au Rwanda, en Côte d'Ivoire, des jeunes Français, des jeunes Allemands, pour qu'ils me parlent de cette manière de notre rapport à l'Europe? Sur ce point, voilà ce que je puis dire. D'accord. Marie-Gisèle? Oui, Ali, je prendrai un peu le contre-pied du docteur Dion. Professeur Dion. Du professeur Dion, pardon. Moi, tout me gêne dans ce sommet. Tout me gêne. Comme tout me gêne dans les sommets France-Afrique d'ailleurs. C'est un peu lunaire de voir des jeunes Africains triés sur le volet dans une salle en train de discuter de leur continent avec le président de la France. Pendant qu'on est en train de dire, de fustiger la France-Afrique, mais c'est maintenant que la France-Afrique va vivre. On passe d'une génération à une autre. Mais diantre, les jeunes Africains vivent en Afrique. Mais ce sommet aurait dû se passer à l'Union africaine. L'Union africaine a un siège qui se trouve en Afrique, à Addis Abeba. Et pour moi, les chefs d'État auraient dû protester vivement. Qu'est-ce que ça coûte à l'Union africaine de réunir un panel de jeunes à Addis? Le président français viendrait les rencontrer à Addis, mais pas en dehors de leur continent. Mais si l'Union africaine n'a pas eu cette initiative... Mais c'est ce que je dis, c'est mon analyse à moi, c'est lunaire de réunir des jeunes, quelle que soit la franchise des débats, mais ils ne mèneront à rien. Voilà, parce que déjà, la base est faussée, le sommet ne se passe pas là où les réalités existent. Donc, autant le sommet France-Afrique avec les chefs d'État, pour moi, est lunaire, autant le sommet avec les jeunes Africains est lunaire et ubuesque. Alors, la deuxième chose que j'aimerais soulever, c'est que j'ai entendu les jeunes intervenants, je salue le docteur Banga, et c'est Koualma, en dernier lieu, elle qui a été assez virulente, mais qui va dire la réalité des choses. Une aide ne peut pas aider à se départir de l'aide. Ce n'est pas possible. Quels sont les débats qui sont menés à l'Union africaine? Quels sont les débats qui sont menés à la SADC? Quels sont les débats qui sont menés à la CEDEAO? Mais diantre, les problèmes du continent ne peuvent avoir que des solutions endogènes. Le terme même d'aide au développement, ma foi, me transperce l'esprit. D'accord, là on rentre dans le fond. On y reviendra Absolument. tout à l'heure. Mais la forme, pour moi, est lunaire. Très bien. Aristide? Oui, Ali, je pense que ce sommet ne peut pas exister. Pourquoi? Il ne doit pas exister parce que
D'ailleurs, le patron de LP Conseil, qui est Jean-Bernard Pinatel, le général Jean-Bernard Pinatel, dit que les décisions des États sont déterminées par leurs intérêts permanents. Et je pense que dans son discours Afrique, à Jeune Afrique l'année dernière, Emmanuel Macron avait déjà parlé de renouvellement générationnel. Et à une émission sur notre plateau avec Dr Ablonon, on avait remarqué que, après le discours Labol, c'était un autre discours donc, pour nous préparer à un renouvellement de ces rapports entre la France et l'Afrique. Je crois que Marie-Josée Nguessan a raison dans la forme. Et d'ailleurs, ces jeunes qui sont allés là-bas, quelle est la légitimité qu'ils ont? Puisque nous sommes en démocratie, ce qui donne la légitimité, c'est les élections. C'est un vote. Comment on les a choisis? Ils parlent au nom de qui là-bas? C'est ça aussi le problème. Et il faut aussi qu'on sorte du végétariat domestique. Vous savez, le végétariat domestique, c'est qu'on est là et des gens s'érigent, ils se donnent des titres, et ils se donnent des titres même d'intellectuels, et on accepte ça comme ça. Et à un moment donné, à force de le dire, on accepte que ce sont nos repères, nos références. Vous faites allusion à tous ces jeunes de la société civile Non, c'est tous ceux africaine. qu'ils ont choisis. Ceux qu'ils ont choisis, d'accord, très bien. Et qui ne travaillent pas pour l'Afrique, mais qui travaillent pour la France. Parce qu'en réalité, les décisions des États sont déterminées par leurs intérêts permanents. Quand vous travaillez pour un État, vous défendez cet État. Et ces jeunes qui sont allés là-bas ne sont pas allés parler au nom de l'Afrique, parce qu'ils ne représentent pas l'Afrique. Il faut que les gens soient légitimement mandatés pour aller parler au nom de l'Afrique. Alors tout à l'heure, on aura la réaction d'Arthur Banga, qui lui est en France en ce moment et qui a participé, qui a pris la parole au cours de ce sommet. Vous l'avez vu dans le sujet qui a été passé tout à l'heure. Landry Couillot, réaction? Alors, lorsque j'écoute les précédents intervenants, je me rends bien compte que ce sommet n'aurait dû pas déjà, même au niveau du vocable, porter le terme sommet. On aurait pu trouver autre chose déjà. Une conférence. Parce que sommet, on voudrait que l'on puisse inviter des personnes qui sont porteurs d'une certaine légitimité, la première des choses. Seconde chose, c'est que dans les phases préparatoires même de cette rencontre, qui a nécessité pour le porteur du projet de visiter 12 pays africains et d'organiser des rencontres, des débats, donc c'était cette phase de sélection. Je me pose la question de savoir, est-ce que nos gouvernants ont été associés? La question, parce que très peu de personnes savent comment ça s'est passé, cette fameuse tournée africaine où l'on a organisé des débats, où on a invité certaines personnes, où on est allé aussi dans certaines villes en France, donc la diaspora. Donc déjà, en termes de visibilité, d'information, ça nous pose déjà un problème. Seconde chose, c'est que il faut bien rappeler l'histoire même de ces fameux sommets France-Afrique. Aujourd'hui, on a simplement déplacé les termes, hein, c'est plus France-Afrique, c'est Afrique-France. Moi, j'estime que c'est une politesse condescendante. Parce qu'en réalité, il n'y a que la puissance colonisatrice qui est toujours dominante dans ce rapport-là, vous invite, elle qui prend l'initiative. On le sait en matière stratégique, que celui qui prend l'initiative de quelque chose a toujours un cran d'avance sur vous. Il décide, il oriente, il a l'emprise sur vous. Et par voie de conséquence, lorsque vous avez donc ces jeunes Africains, ils sont tout aussi brillants, vous comprenez, mais que ceux-ci se retrouvent dans une salle, même si c'est une promesse tenue par Emmanuel Macron depuis 2017, puisque lorsqu'il était à Ouaga, il avait promis rencontrer les jeunes Africains afin de pouvoir discuter directement avec eux. Je me dis, attention, tu parles à des ressortissants de pays lesquels répondent de dirigeants qui ont été élus, et même si ceux-ci mais par la manière dont ils ont été élus, il va bien falloir que les décisions qui ont été prises aient les moyens, soient en capacité d'être mises en œuvre. Et alors, si donc la mise en œuvre de ces décisions-là doit dépendre essentiellement de la France, problème, on ne peut pas demander à quelqu'un de sortir d'une relation où il est le dominant et lui donner toujours la possibilité d'agir et d'influencer cette relation du fait que ce soit lui qui va encore injecter de l'argent pour vous donner une certaine autonomie. Donc on est dans un jeu de dupes, malheureusement, et qui, lorsqu'on va toucher la question de fond, va nous permettre en réalité de savoir ce pourquoi ce sommet est organisé et quels sont les véritables enjeux que la France tient à pouvoir atteindre. Justin Koné-Katina, vous êtes un fidèle de Laurent Gbagbo, adepte d'une posture souverainiste, on va le dire ainsi. Quand vous voyez ce sommet Afrique-France, comment vous réagissez? Ce qui justifie notre congrès du 16 et 17. C'est tout ce que je peux dire. Ce qui justifie votre congrès. Notre congrès du 16 et du 17. On va parler de votre congrès de fond en comble tout à l'heure. Je vais dire que... Mais déjà réagissez sur ce sommet. Je vais dire, dans la réalité, chers amis, c'est un débat
qui est tellement revenu. Tout ce que je vois là, c'est une autre sorte de redimensionnement de la géopolitique française en Afrique. Mais ce n'est pas seulement la géopolitique française, hein, de toutes les puissances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes au centre d'intérêts croisés énormes et qui justifient que nous soyons très, très organisés, très percutants et que nous ayons une vision claire pour notre continent. C'est pourquoi j'ai fait l'allusion, puis je suis là pour parler du Congrès, parce que devant ces genres de situations, il faut leur apporter des réponses. Et les réponses, ce sont des réponses politiques. Et moi, la seule réponse politique que je peux donner à ces genres de situations, parce que, excusez-moi l'expression, c'est du folklore. Et franchement, je voudrais qu'on puisse donner une réponse pratique à ce genre de folklore-là, qui répondent à, comme je l'ai dit, hein, à des besoins géostratégique de la France pour contrer d'autres puissances. Mais nous, en Afrique, on ne va pas continuer d'être éternellement le théâtre des opérations de combat, de débats ou de conflits d'intérêts. Il faut bien qu'un jour, nos intérêts puissent prévaloir. Et c'est pourquoi je disais qu'il fallait une réponse politique. Et c'est là que nous voulons donner les 16 et 17. D'accord, on reviendra tout à l'heure justement au congrès que vous préparez. Oui, Landry Couillon. Si vous me permettez, parce que M. le ministre vient d'ouvrir une brèche. Et ce que j'annonçais en chute de mon propos. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Le 8 octobre, pendant que Macron s'adresse et échange avec des jeunes Africains, de l'autre côté des Alpes, en Italie, il est organisé un sommet. Italie-Afrique. N'oubliez pas que la Chine est en 7e sommet chino-africain et que prépare donc le prochain en 2022. Pareil pour la Russie à Dakar. La France est percutée par une concurrence terrible. Et elle a besoin de développer une stratégie de marketing politique afin de pouvoir se redonner une meilleure image et de reconquérir des terrains qui sont en train d'être perdus. Malheureusement, on a une Afrique qui n'a pas une réponse commune. On a une Afrique qui sera ce fameux théâtre des opérations, ce fameux théâtre de dispute des intérêts, donc une sorte de redistribution des richesses qui sont les nôtres, et on n'est pas en capacité de formuler une offre à ces grandes puissances. Pire, ce sont elles qui prennent l'initiative de nous inviter, et donc ce sont elles qui ont le pas sur nous. Ce que vous dites, c'est que ce sommet, c'est pour faire le lit des intérêts français, c'est ce que vous dites. Oui, en réaction. Très bien. Arthur Banga, vous êtes historien, analyste, vous êtes un habitué d'ailleurs de ce plateau. Aujourd'hui, vous êtes en France. Et la particularité de votre participation à ce débat ce soir, c'est que vous avez été des jeunes qui ont été choisis par Emmanuel Macron, par l'Élysée, pour prendre part à ce sommet Afrique-France. Vous avez certainement entendu tous ces reproches qui ont été faits au format et à la forme de ces échanges entre vous, jeunes Africains, et le président français. Comment vous réagissez ce soir? Notre invité Justin Koné-Katinan parlait de folklore notamment. Bonjour à tous. D'abord, je vais dire toute ma fierté d'être ici, toute ma fierté d'avoir porté la vision 2030 de ce que nous espérons. Et le folklore, ça n'a pas été un folklore, même si certains le souhaitent. Nous avons travaillé, pas dans l'intérêt de la France, mais dans l'intérêt de l'Afrique. On reviendra sur le fond du discours et vous verrez que ce sont les intérêts des Africains. Le folklore, c'est plutôt ceux qui écrivent, qui crient et qui ne font rien. Voilà, le folklore, c'est de se réunir tous les jours et dire rien ne marche et refuser d'agir. C'est ceux-là qui font le folklore. Ceux qui décident d'agir, ceux qui décident de rencontrer le partenaire pour discuter d'égal à égal avec lui. Je ne sais pas si vous avez vu le discours, je ne sais pas si vous avez vu la cérémonie, vous parlez de folklore. Est-ce qu'ils ont vu? Le folklore, c'est ça, c'est venir bavarder, crier partout et refuser de venir dialoguer là où il faut dialoguer. Mais je vais y revenir. Donc, le mot folklore est méprisant, il n'a pas de sens. Et ceux qui font le folklore, on les voit tous les jours. Ce n'est pas nous. Nous avons travaillé. Arthur Banga, il y a un terme qui est revenu chez presque la plupart de nos intervenants ce soir, c'est le terme de légitimité. Est-ce que vous et les autres jeunes Africains qui avaient été associés, invités à prendre la parole à ce sommet, est-ce que vous avez l'impression d'avoir la légitimité pour porter ce discours au nom de la jeunesse africaine? En d'autres termes, comment vous avez été choisi pour représenter les jeunes Africains à ce sommet? J'allais y venir, mais je voulais préciser quand même mon indignation sur le mot folklore qui a été utilisé par quelqu'un, que c'est méprisant. Donc je voulais rappeler à ces gens que on a laissé nos familles, on a laissé nos travaux pour venir réfléchir, donc on n'est pas venu s'amuser. Donc quand ils utilisent les mots, il faut qu'ils les pèsent. D'accord. Deuxième chose, avant de venir maintenant aux réponses que ne vous inquiétez pas, on va répondre, c'est pour ça que... Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà.
En même temps, soyons très clairs, hein, pendant il y a eu 4 intervenants qui ont dit à peu près la même chose, donc je vais devoir avoir plus de temps pour répondre à chacune. Arthur, vous avez le temps en ce moment, allez-y. D'accord. Donc la première des choses, comment on a été sélectionné? Venons d'abord à l'origine même du sommet Afrique-France qui est devenu France-Afrique. D'abord, on a parlé de lieu, mais ce n'est pas le lieu qui détermine les décisions. Les sommets Afrique-France ou France-Afrique, ils se font de façon alternée entre la France et l'Afrique. Le dernier était à Bamako, si je ne me trompe pas. Deuxième chose, le modèle sommet France-Afrique, comme l'a rappelé Landry Couillot, la France a été le premier à faire ce modèle, mais aujourd'hui, les États-Unis le font, la Chine le fait, l'Italie l'a fait, la Russie, ça a même permis à une certaine dame de se faire surnommer dame de Sochi, mais c'est un sommet de Russie-Afrique. Il faut préciser tout ça. Ce que je veux dire, on peut être choqué, et je comprends, hein, je l'entends, par le fait de l'analyser à un pays qui parle à un continent. Sous cet aspect-là, je peux comprendre l'indignation. Mais en même temps qu'on dit ça, on nous demande d'être un peuple, mais de parler Afrique. Mais quand on doit parler Afrique, c'est à ce moment-là. Soit on accepte que le continent africain peut réaliser l'intégration et donc peut parler d'une seule voix sur des questions qui concernent en même temps tous les pays. Parce que quand on parle du franc CFA, ce n'est pas un pays, deux pays, trois pays. Quand on parle des interventions militaires, c'est des questions africaines. Quand on parle de la mobilité de nos étudiants, c'est des questions africaines. Donc on va revenir sur le fond. Mais je veux dire, la plupart des sujets qui ont été abordés, si on les abordait pays par pays, ils n'avaient aucun sens. Le seul sens qu'on peut leur donner, c'est d'aborder ces questions-là de façon globale. Et donc revenons maintenant à l'histoire. Effectivement, les sommets France-Afrique sont nés à la fin de la communauté, de la volonté des autorités françaises de conserver un endroit de discussion, d'abord avec les présidents des pays du champ, c'est-à-dire des pays qui ont été colonisés par la France et qui se sont élargis ensuite. Qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que Emmanuel Macron dit? Quand il arrive à Ouaga, il discute avec la jeunesse et se rend compte qu'il y a un décalage quelque part entre le message de la jeunesse et les messages officiels. Il se dit quoi? Ok, je garde tout ce que j'ai. Hein, et je précise, ce n'est pas un sommet contre les chefs d'État. Ce n'est pas un sommet contre les chefs d'État. Nous sommes tous dépendants de nos chefs d'État. Mais un sommet sans l'association des chefs d'État qui, eux, peuvent prendre des décisions, est-ce que finalement, enfin, quand vous sortez toutes les résolutions que vous avez évoquées, est-ce que vous avez le pouvoir d'implémenter ces solutions? Allez, j'en viens. Oui, d'accord, allez-y. Ça se pose en termes de gouvernance. Et vous pouvez lire le dernier livre de Robert Badinter qui parle des pouvoirs des réseaux sociaux. Il l'a exprimé tout à l'heure il y a juste 1 heure dans une émission qui s'appelle Idées sur une radio internationale. Vous pouvez le lire. Les relations internationales sont guidées aujourd'hui par de nouveaux acteurs. Il y a des acteurs qui entrent en jeu dans ces relations internationales. Il y a l'État, qui est l'acteur premier de toute gouvernance en termes de relations internationales et de politiques publiques, mais il y a de nouveaux acteurs et parmi ces nouveaux acteurs, il y a la société civile. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire un sommet de l'ONU sans qu'il y ait à côté la société civile. Vous ne pouvez pas faire un sommet de l'Union africaine sans qu'il y ait à côté la société civile. Vous ne pouvez pas décider une politique publique sans aller voir le monde associatif. Donc, la place du monde associatif dans la gouvernance, c'est quelque chose d'important. D'accord. Et donc, c'est au nom de ça, je viens, allez, ils ont parlé pendant longtemps. Ah ouais, mais ça commence à faire longtemps, tu vois. Il faudra aller au pas de pouce. Hein. C'est au nom de ça, au nom de cette gouvernance, avec de nouveaux acteurs qu'on emploie. Maintenant, sur la légitimité, j'en viens. Nous, on l'a dit, et on l'a bien dit au service de l'Élysée, nous ne sommes pas mandatés, mais nous sommes des Africains. Et en tant qu'Africains, je peux parler des problèmes de l'Afrique, de ce que je ressens, de ce que je perçois dans mon environnement. Donc vous estimez avoir la légitimité? On a, comme tous les Africains qui ont la légitimité de parler de l'Afrique. Cette légitimité, elle n'est pas conservée à quelqu'un de façon exceptionnelle. Moi, je peux parler de l'Afrique, vous pouvez parler de l'Afrique, Landry peut parler de l'Afrique, tout le monde peut parler de l'Afrique. D'accord. Moi, je termine. On a un point. Voici, je termine sur cette phrase. Hein? Emmanuel Macron nous dit, écoutez, la relation entre la France et l'Afrique a un souci, elle a un problème. Venez qu'on en discute pour essayer ensemble de trouver des solutions. Je lui dis quoi? Je ne viens pas? C'est ça la solution? Ça ne vient pas qu'il y ait un folklore. Celui qui vient, il est courageux. Celui qui s'assoit chez lui, c'est lui qui est folklorique. D'accord, d'accord. Il faut quand même baisser les mots quand on parle. D'accord, bien sûr. Justin Collet-Katina, allez-y. Je crois qu'il ne faut pas prendre... C'est moi qui ai dit que c'est un folklore et il ne faut pas le faire comme une affaire personnelle.
ces sommets, je les ai toujours considérés comme étant des folklores. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas encore vu l'impact direct de ces sommets sur l'évolution du continent. C'est tout simple que ça. Donc, il ne faut pas que mon ami Archie Banga pense que c'est parce qu'il y était, donc qu'il en fasse son affaire personnelle. Pour moi, je n'ai jamais, et je vous dis que je suis gêné parce qu'un continent, et c'est le seul continent d'ailleurs qui a ça, tout à l'heure il en parlait, comment on appelle ça? Sommet Sino-Afrique, sommet Italie-Afrique, sommet Russie-Afrique, sommet... Mais à un moment donné, ça apparaît comme un peu du ridicule. Et ça, il ne faut pas le prendre en termes personnels, il faut le regarder. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut offrir de nouvelles perspectives, il faut offrir une nouvelle offre. Par rapport à ce qui arrive, il faut donner une nouvelle offre par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir, qui est la mutation des enjeux géostratégiques et dont l'Afrique risque d'être victime. Et ce n'est pas en multipliant les sommets avec des partenaires adversaires, parce que je suis quand même un peu étonné que l'Afrique se sente amie à des adversaires. Parce que si vous êtes ami à des adversaires, vous devez vous interroger sur beaucoup de questions. Si vous êtes à la fois ami aux États-Unis, ami à la Russie, ami à la Chine, ami à la France, qui sont des adversaires sur les intérêts, il faudra bien vous poser une question quand même. Aristide? Oui, Ali, ce dont j'avais peur se réalise avec ce qu'on entend dit Arthur Banga. Tout à l'heure, M. Kone Katina a parlé de folklore, mais il a bien justifié. Mais moi, je vais plus loin. Ils sont allés en villégiature, ils sont allés se balader, ils sont allés en vacances. Pourquoi Ali? J'avais peur de cette aliénation culturelle, pas culturelle, parce qu'on n'a jamais eu d'aliénation culturelle en Afrique, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est une aliénation culturelle. Et vous voyez qu'Arthur Banga ne fait que dire, le président Macron a dit, le président Macron a dit, le président Macron a dit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, comme dit M. Katina, les enjeux sont géostratégiques. Tout part de l'erreur de François Hollande. François Hollande, en mettant fin à la mission Sangaris en Centrafrique, crée un précédent parce que justement, quand le président Touadéra va voir le président Macron après, puisque le président Macron est devenu président de la République, il lui dit « on ne peut pas vous donner les armes parce que la Russie met un veto ». Et on se rend compte que les 1500 armes qu'ils demandaient, c'était des armes saisies chez les Chebabs. Et comme la Russie, il y a une jurisprudence qui dit que si on a saisi des armes sur des combattants, on ne peut pas les donner à d'autres personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le président Macron dit à Touadéra d'aller voir le président russe. Il est reçu par le ministre des Affaires étrangères. Et quand il est reçu par le ministre des Affaires étrangères, il lui dit, en réalité, on peut vous offrir des armes, mais ce ne sera pas ces armes-là. Il passe de 1500 à 3000 armes. À partir de ce moment, c'est le président Macron qui dépose Touadéra dans les mains de la Russie. Et vous voyez que l'action de la Russie en 4 ans dépasse ce qui n'a pas été fait en 10 ans. Et la même erreur se produit au Mali. C'est pour ça que la représentante malienne parle de son pays en ces termes. Ali, qu'est-ce qui se passe en réalité? Et c'est là où je suis d'accord avec M. Katina, c'est que c'est une lutte géostratégique, même pas géopolitique, géostratégique, parce que quand on parle de la géostratégie, il s'agit de la diplomatie et de l'action militaire. Parce que la géopolitique, c'est les décisions des États. Mais à partir de ce moment, la France se sent bousculée de partout. Et vous voyez bien ces jours-ci que la France a perdu un contrat de vente de sous-marins avec un pays raflé. Donc il y a ce conflit, cette répartition géostratégique. Et on utilise donc nos enfants qu'on a triés, on ne sait pas de quelle manière on les a triés pour les amener là-bas, pour donc les manipuler, à venir manipuler les consciences, parce qu'on dit, bon, ça c'est tel docteur, ça c'est tel professeur, à partir de ce moment, ce qu'il dit peut compter, mais ils n'ont pas la légitimité. Vous n'êtes pas un peu trop fort quand vous dites manipuler? Mais ils sont manipulés, c'est la manipulation. Et le président Macron a utilisé un terme, resynchronisation. Ali, nous faisons des émissions où nous faisons des éléments pour la télé. Et il y a une partie de l'élément qu'on appelle synchrone, qu'on met dans l'élément. Pourquoi on appelle ça le synchrone? C'est pour que ça corresponde à l'idée qu'on a émise avant. Donc, nous sommes une chose dont toutes les sens de la nature n'est que de penser. Et c'est dans la pensée qu'on vient poser quelque chose dans les têtes des gens. Donc, ces jeunes, le président Macron veut reprendre la main, mais veut reprendre les rapports entre la France et ses territoires, justement parce que dans la géopolitique allemande avec Friedrich Ratzel, il parle de Lebensraum, l'espace vital, l'espace nourricier. Et d'ailleurs, Jean Pinatel parle de Russie vitale. On vous a bien compris. Arthur Banga, réaction? Oui, je vais réagir allez-y. Aux deux propos. Ils sont deux, donc j'espère qu'ils ont fait plus de 5 minutes, j'en aurai le temps. Non, pas plus de 5 minutes. Arthur, c'est pas votre rôle de compter le temps qu'il faut. La première chose que je veux dire, je ne l'ai pas pris personnellement. Je ne l'ai pas pris personnellement.
on peut regarder les décisions que M. Katina a prises quand il était ministre et voir l'impact qu'elles ont. Elles n'ont eu aucun impact quand il était ministre, donc ce n'est pas pour autant qu'il fait du folklore. Il y a eu des sommets qui ont été organisés. Il y en a eu qui ont eu des impacts, d'autres qui ont des impacts moins importants. Mais ce n'est pas parce que les sommets précédents n'ont pas eu d'impact que nous n'allons pas aller à des sommets. Nous y allons pour essayer d'avoir un impact et on reviendra au fond et on parlera de cet impact. Deuxième chose que je voulais dire à Aristide qui parle de villégiature, c'est limite insultant, mais bon, c'est pas bien grave. Je ne suis pas venu en villégiature. Voici comment nous sommes venus. On constate tous, l'histoire part de Ouaga. Après le discours de Ouagadougou, Achille Bembe fait une réponse dans la presse. Et dans la réponse, il estime que Emmanuel Macron ne maîtrise pas, ne comprend pas les enjeux de la relation. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Emmanuel Macron lui dit, ok, très bien. Comme je ne comprends pas les enjeux de nos relations et que je ne peux pas tous seuls les changer, je te propose de venir m'aider à changer les choses. Voilà comment tout passe. Il y a d'une part, ça ne marche pas. On est bien d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait pour que ça marche? C'est la question. Est-ce que, donc à partir de ce moment, Achille Bembe dit, ok, on se met ensemble, on réfléchit, on travaille. Pour ça, moi je dois sillonner l'Afrique, entendre des gens et venir avec certains parmi eux pour discuter. Donc, ce n'est pas de la villégiature. Moi, je ne comprends pas. On est tous d'accord que quelque chose ne marche pas. On est tous d'accord que quelque chose doit changer dans la relation qu'on a avec la France. On est tous d'accord que cette relation doit accepter la concurrence stratégique. On est tous d'accord que cette relation doit être plus efficace. Mais pourquoi on peut estimer que des gens qui vont discuter, pour que cette relation-là soit maintenant plus efficace, qu'elle réponde à nos enjeux, qu'elle permette un développement, qu'elle permette l'égalité, vont en villégiature? Non, on ne va pas en villégiature. Parce que beaucoup d'observateurs estiment que vous n'avez pas la légitimité. Là, je peux comprendre leur frustration. Parce que de retour dans vos pays respectifs, vous ne pouvez pas avoir effectivement un impact sur la vie de la nation, sur la vie des concitoyens. C'est ce que j'explique. Aujourd'hui, la gouvernance, elle a changé. La gouvernance, c'est des initiatives citoyennes. La gouvernance, c'est tout ce monde associatif. La gouvernance, c'est toute cette société civile. D'accord. La gouvernance, non. C'est la capacité justement de chercheurs, de journalistes, des réseaux sociaux à porter des messages. La gouvernance ne se limite pas qu'à l'action publique. Elle n'est pas forcément contre, elle n'est pas pour, mais c'est une synthèse. Peut-être qu'Aristide doit s'habituer à voir ces nouveaux livres de géopolitique pour voir l'impact de la société civile, l'impact de Greenpeace dans la géopolitique, c'est important. Parce qu'il a encore su des vieilles théories qui ont évolué. L'espace vital dont il parle, c'était bien avec Mackinder en 1945, mais c'est évolué, M. Ikenda. Lisez plus, parce que vous lisez ancien. D'accord, très bien. Professeur Dion? Oui. Alors, je reprécise que je n'ai aucun problème avec ce format. On a bien rappelé sur ce plateau que les pays n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Et que les pays n'ont que des intérêts. On a dit que tout le monde s'intéresse à l'Afrique. France-Afrique, Chine-Afrique, c'est parce que les ressources se trouvent en Afrique. C'est parce que l'avenir se trouve en Afrique. L'avenir se trouve en Afrique. Et les Européens et les Américains n'ont pas ces ressources. C'est eux qui sont intéressés par nos ressources. Donc, ils viennent vers nous. Le problème que nous avons avec la France, c'est que la France a eu une position monopolistique pendant longtemps et nous avons estimé, beaucoup de pays africains en tout cas, que nos intérêts n'étaient pas suffisamment garantis. Il n'y avait pas un véritable partenariat. Les cris commencent à se lever. La France se sent menacée. Macron l'a dit. Quand un pays comme la France se sent menacé, c'est une redéfinition de sa stratégie. Donc la France essaie de comprendre quels sont les enjeux, qui sont les acteurs du futur, tous ces jeunes qui sont là. C'est eux, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali de demain, les Arthur Banga et tous ceux qui sont là-bas. Donc la France prend le pouls de la situation. Que pensent ces jeunes? Mais pourquoi reprocher à la France, à la limite, il disait tout à l'heure le mot un peu fort, de recruter ces jeunes-là, de les former et de faire en sorte que demain, il y ait une relation beaucoup plus partenariale entre la France et... Parce que nous, on l'a dit à Macron, on ne veut plus que vous soyez dans la position de celui qui domine. Oui, mais ils ont les sciences et les techniques, ils ont les moyens de production, et nous, qu'avons-nous? Le problème que j'ai avec les Africains, nous, c'est qu'on parle beaucoup de souveraineté. Mais la souveraineté, ça se protège, ça se sécurise. Avons-nous les moyens de sécuriser nos propres souverainetés que nous chantons tous les jours?
La souveraineté, ça commence d'abord par la sécurité, c'est-à-dire par la puissance militaire. La technologie militaire, nous ne l'avons pas. C'est pour ça que même quand nous exigeons parfois des partenariats, quand nous sommes menacés, il a pris des exemples tout à l'heure, on est obligé d'aller demander 1500 pistolets à des pays pour que nous puissions nous défendre. Alors que nous sommes assis sur des mines d'or. Des mines d'or qui pratiquement dorment, mais il faut que nous puissions sécuriser tout ça. Donc c'est une très vaste problématique. Et ce sommet-là doit nous interpeller. Je suis content, heureux que ça nous interpelle ici parce que c'est de la responsabilité des pays africains eux-mêmes. Sommes-nous fiers de voir nos enfants dans cette situation, en train d'aller parler de l'Afrique, alors que nous-mêmes, nous avons simplement à créer les conditions de la bonne gouvernance, de la démocratie, d'une meilleure gestion pour que nous soyons véritablement propriétaires de nos propres ressources. Voilà la problématique. Marie-Gisèle Nguessan. Alors, j'avoue qu'en entendant le docteur Arthur Banga parler tout à l'heure, j'ai encore plus peur. Pourquoi? Parce que si nos universitaires n'ont pas compris que c'est à eux d'écrire nos livres de géopolitique et de prospective, c'est qu'on a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il a cité beaucoup de références, etc. Mais on est en Afrique et il appartient aux universitaires. Alors vous me reprochez, Ali, d'être souvent l'avocate des universités, mais les universités ne sont pas des grottes monolithiques. Il faut que nos gouvernants s'approprient les universités. C'est pour ça qu'on les appelle les enseignants-chercheurs. Il faut que nos gouvernants se rapprochent de toutes nos universités et créent des collèges d'universitaires pour penser l'Afrique de demain. Les références dont Arthur Banga parle, des historiens et des géopolitiques de 1945, etc., ça ne nous intéresse pas. L'Afrique, c'est l'Afrique. Les jeunes du continent, comme les Arthur Banga, comme Dr Dion, etc., ma foi, il faut que nos gouvernements les réunissent et leur demandent d'écrire des livres de prospective. L'Afrique ne peut pas se développer avec ces sommets-là. Les solutions de l'Afrique seront endogènes. Alors, tout à l'heure, vous avez fait une distinction entre la forme du sommet et le fond. Mais diantre, à quoi sert l'Union africaine? À quoi sert la CEDEAO? À quoi sert la SADC? Pourquoi est-ce que c'est en France que nos jeunes doivent aller discuter de ces problèmes-là? Parce qu'Emmanuel Macron a pris une initiative. Mais Emmanuel Macron n'est pas le président de l'Afrique. On est bien d'accord, mais lui, il a pris l'initiative dans l'objectif d'atteindre des objectifs. Et je ne le condamne pas. Comme le docteur Dion l'a dit tout à l'heure, il est en train de protéger ses intérêts, c'est normal. Mais alors, je pense que vous êtes en train d'ouvrir un autre débat. Non, c'est ce débat-là. Qui consiste à pointer du doigt c'est le fond qui provoque la forme. Le manque d'initiative de l'Union africaine et tout le reste. Non, c'est le fond qui provoque la forme. Les jeunes gens là, même quand on les invite à se sommer, ils doivent quand même se poser des questions. Là, bon, ils vont créer une nouvelle Afrique. Ça, c'est la nouvelle Afrique. Mais la nouvelle Afrique, là, géographiquement, elle va se trouver où? C'est toujours dans ce continent. C'est toujours là. Vous comprenez? Que Arthur Banga et tous ces jeunes-là crée un mouvement de pensée en Afrique et invite le président Macron à venir les écouter à l'Union africaine, ça a de la gueule. Mais il y a quelque chose qui ne va pas et il m'étonne que le docteur Arthur Banga ne s'en rende pas compte. Il faut écrire la géopolitique de l'Afrique, il faut faire de la prospective. Il y a tout, j'ai été heureuse d'entendre que le docteur Dion le dit tout à l'heure, il y a une reprogrammation à faire. Il y a une reprogrammation. Et nos gouvernants ont intérêt à se rapprocher des universités. Et ces jeunes qui sont partis là, vous voyez, ça me fait de la peine de voir cette jeune malienne en train pratiquement de pleurer pour dire que c'est pas comme ça, je ne veux pas que mon pays soit comme la Libye, mais c'est pas Emmanuel Macron qu'il faut le dire. C'est en Afrique qu'il faut le dire. Et d'ailleurs, le Conseil national de la jeunesse du Mali a produit une note pour désavouer pratiquement cette jeune dame. Donc je vais poser une question à ce sujet. Si le Mali ne l'avait pas invité. Vous comprenez? Bien sûr. Alors, quand je prends et je terminerai là, une question comme celle de l'immigration clandestine. Mais quel scandale! Quel scandale! C'est un problème africain qui mérite d'être réfléchi sur le continent et solutionné sur le continent. Moi, quand je regarde des plateaux européens, où les Européens, où les journalistes me disent s'ils viennent, c'est parce qu'ils ont faim. S'ils viennent, c'est parce qu'il y a la guerre. On a encore en tête l'image de l'Afrique, mais voilà. Avec la famine et tout ça. Et donc, je suis un peu inquiète, mais il faut nécessairement qu'il y ait une reprogrammation. D'accord, très bien. Aristide, rapidement. Alors, je voulais rapidement dire à Actu que ce n'est pas un point personnel.
pas un problème. Il sait, ça ne change rien de ce que je considère sur sa valeur intrinsèque. C'est un garçon que j'aime bien, mais nous sommes là pour commenter les faits. Ali, je voulais simplement dire à Arthur qu'il faut qu'il soit capable de connecter ses batteries immatérielles à ses batteries matérielles pour activer ses batteries autopropulsives et induire avec succès sa puissance énergico-capacitaire et qu'il utilise les convertisseurs symbiotologiques. Et c'est ça le retour aux fondamentaux en Afrique. Il faut qu'il interpelle l'ancestrologie du changement avec 2 options, le leadership et le benchmarking. Et je viens du Rwanda. J'ai passé 1 semaine au Rwanda. Le Rwanda, après la crise, après le génocide, a chassé toutes les ONG et est parti sur 4 piliers. D'abord, se réaliser par eux-mêmes, ne pas donner de leçons aux autres, rompre la corruption et penser grand, ce qu'ils appellent thinking big. En 20 ans après, quand vous arrivez au Rwanda, vous vous rendez compte qu'ils sont partis des solutions innovantes, endogènes, avec des bonnes pratiques. C'est ça la bonne gouvernance, c'est ça la gouvernance adaptative. Très bien, je suis obligé de vous arrêter. Arthur Banga, je me fais l'écho de cette sortie sur les réseaux sociaux du professeur Gorgui Dieng qui dit « Sommet Afrique-France en France, comment le président d'un pays étranger peut-il oser convoquer chez lui les jeunes d'autres pays souverains pour leur parler et écouter leurs doléances. Maintenant, tout est clair, comme l'eau de roche. La France prend les États africains comme ses dépendants, et leurs jeunes comme ses enfants. Le mépris est énorme et la condescendance innommable. » Vous essayez depuis le début de cette émission de restituer ce sommet dans son contexte en indiquant que vous y êtes allé pour essayer de sortir l'Afrique de la léthargie qu'on lui connaît. Mais est-ce que vous comprenez toutes ces sorties d'intellectuels, d'observateurs africains qui dénoncent cette manière de faire? D'abord, on n'a pas été convoqué, on a été invité. D'ailleurs, il faut changer le vocabulaire et ça fait partie des choses qu'on a dit dans le fond. On a été invité, on n'a pas été convoqué. Et on avait le choix d'accepter ou de ne pas accepter. D'ailleurs, il y en a qui ne sont pas d'accord avec le fait que vous ayez été invité, logé, blanchi aux frais du contribuable français. Mais même quand je vais dans le colloque le plus banal, dans le pays le plus banal, je suis invité, logé. Je vais quand même pas payer mon transport. Je ne vais pas quand même payer la chambre d'hôtel. Soyons sérieux. J'ai ma famille, j'ai une famille, il faut que je m'en occupe. Donc ça se fait de la façon la plus banale quand n'importe qui vous invite. Ali, si tu m'invites, tu vas devoir payer au moins mon hôtel ou mon transport. Voilà, je ne vais pas le faire. Ce que je veux dire, je peux comprendre, je l'entends. Hein. Et c'était très important pour nous qu'on va revenir sur le fond. Toute cette pression a permis à ce groupe de 11 ans de se dire, face à cette pression, il faut qu'on réussisse quelque chose. Ça, c'est très important pour nous, tout ce qui est dit. Ça nous a permis de travailler en bloc, de sortir des choses. Mais je reviens dessus. On ne va pas sauver l'Afrique. On ne dit pas qu'on va travailler les solutions de l'Afrique. On l'a bien dit, les problèmes de l'Afrique, c'est l'Afrique qui doit les régler. Mais les initiatives, je veux dire à Madame... Marie-Gisèle Nguessan. Madame Nguessan, mais moi j'enseigne dans toutes les écoles militaires, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin. Je fais des choses pour l'Afrique. Sur le continent africain, on a des initiatives, on a des ONG, il y a le Grécy qu'on a mis en place, on a des réflexions et l'on est sur une chaîne africaine. Mais non, après, est-ce que dans le monde, on n'est pas en communication avec les autres? Le monde est un monde ouvert. Tu ne peux pas régler aujourd'hui. Regardez la Covid, prenons que la Covid. Un seul pays qui prend des mesures, ça ne règle rien. Le changement climatique, un seul pays qui prend des mesures, ça ne règle rien. La mobilité étudiantine, je viens Ali, pour permettre à des étudiants la circulation des savoirs. Un seul pays ne peut pas régler ça, un seul continent. Il y a des questions qui sont globales. On est bien d'accord. Il y a des questions qui sont bilatérales. Et pour résoudre ces questions bilatérales, quand on parle de la restitution des œuvres pillées dans la colonisation, mais ça, c'est avec la France qu'on doit parler. Arthur Banga, avant d'aller à la pause, que répondez-vous à ceux qui estiment que tous ces jeunes qui ont été à Montpellier aux côtés d'Emmanuel Macron, c'est une sorte de recrutement de jeunes au profit de la France-Afrique pour les années à venir? Rapidement, avant d'aller à la pause. Ali, nous sommes des Africains, nous sommes engagés pour l'Afrique. Le premier intérêt pour lequel nous nous sommes battus, c'est d'abord pour l'Afrique et pour améliorer la relation qu'on a avec l'Afrique, la France. Voilà, ça c'est notre engagement et il est total pour l'Afrique. Il n'est pas pour quelqu'un d'autre, il n'est pas pour la France, il est pour l'Afrique. Mais la diplomatie, les relations, ça fait partie de nos outils de développement. Voilà, donc pour régler ces outils, on est obligé de parler avec des partenaires. On a des partenaires avec qui on discute. Le partenaire nous dit, écoutez, je suis d'accord avec vous que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça marche? Il y a un groupe qui dit, on ne vient pas. C'est leur droit. Peut-être qu'ils se pensent plus courageux que ceux qui disent, OK,
on est d'accord que ça ne marche pas, donc on vient discuter pour savoir qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille mieux. Moi, entre les deux, moi, naturellement, en tant que fouettiste, d'abord, je suis pour le dialogue. Et je suis allé dialoguer avec mon partenaire pour qu'ensemble, lui et moi, on règle les problèmes qui nous lient. Ça ne m'empêche pas de réfléchir sur les problèmes africains. Ça ne m'empêche pas d'avoir un engagement africain. On a un engagement africain, un engagement ivoirien qui est total, qui ne nous empêche pas d'aller discuter avec les autres partenaires. Moi, j'avais préparé le FOCAC. Le FOCAC, c'est le forum avec la Chine de 2019. J'étais dans ceux qui l'ont préparé. Aujourd'hui, je suis dans ceux qui interviennent avec la France. Demain, je suis prêt à intervenir avec le Brésil, peu importe, pourvu qu'on trouve les moyens ensemble de faire de la diplomatie un outil de développement au service des Africains. D'accord, très bien. On va poursuivre le débat, ce sera juste après cette petite pause. De NCI 360, dans la première partie de cette émission, nous avons parlé du sommet Afrique-France tenu à Montpellier cette semaine, qui a réuni une centaine de jeunes Africains et également le président français Emmanuel Macron, un sommet qui a fait débat, qui continue de susciter la polémique. Et avec nous, depuis la France, Arthur Banga, l'un des participants à cette rencontre. Arthur, avant de refermer cette question, dites-nous, qu'est-ce que vous avez retenu sur le fond du débat ? D'abord, on a eu la chance de poser les vraies questions. Donc, on a posé toutes les questions qui étaient liées. Notre idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de dire comment faire en sorte que la relation entre la France et l'Afrique soit apaisée pour permettre aux Africains et aux Français de vivre ensemble une histoire commune. Donc, première des choses qui a été décidée, c'est de réfléchir ensemble sur notre histoire commune, notre histoire partagée. Voilà. Et pour cela, il y a une commission qui sera mise en place, qui va étudier, qui va faire des travaux pour sortir quelque chose d'intéressant. Comme Aristide vient du Rwanda, il est très content de ce qui s'est passé au Rwanda. C'est le modèle qu'Emmanuel Macron a fait avec le Rwanda. À partir de cela, on pourra enseigner une histoire partagée qui va permettre de regarder en face notre passé dans ses ombres et dans ses lumières. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est encore ancré dans l'histoire, c'est la restitution et disons moins la circulation des œuvres artistiques traditionnelles qui ont été pillées durant la colonisation. Vous vous souvenez, on était sans doute en ceux, un Kataké et Bidia qui ont dû chercher le masque protecteur de leur village. Donc l'idée, c'est de dire tout ce qui a été pris comme œuvre d'art en Afrique durant la colonisation puisse être ramené en Afrique dans des musées et continuer à circuler entre l'Afrique et l'Europe pour permettre aux Africains de pouvoir matérialiser leur histoire, connaître leur histoire, et mais comme pour toute œuvre dans les musées, de pouvoir aussi exploiter leur histoire ailleurs. Déjà, je vous annonce que le Bénin aura 26 œuvres cette fin du mois, et dans 2 mois, la Côte d'Ivoire va bénéficier de 30 œuvres. Donc ça, c'est du concret qui a été décidé au sommet. Entre autres retombées de ce sommet. Voilà. Troisième chose qui est importante dans le sommet, c'est l'aide à la démocratie. Vous savez, moi, j'ai circulé durant les élections avec le monde associatif. Il y a des ONG qui sont prêtes à faire des choses intéressantes pour la démocratie. Donc, ensemble, on a conseillé et on a obtenu d'avoir un fonds. On ne va plus parler d'aide, mais d'investissement solidaire. Pourquoi investissement solidaire? Parce que ce fonds sera assuré par la France, mais aussi par des mécènes africains et sera géré par des Africains et des membres de la diaspora qui vont essayer d'encourager des initiatives en faveur de la démocratie et de la culture électorale sur le continent. Le monde associatif africain a besoin de financement. Ça, c'est quelque chose. Et il y a des problèmes plus techniques. On a été très clair sur le franc CFA. On a été d'accord avec Emmanuel Macron que le franc CFA doit d'ici à 2030, de ne plus avoir de franc CFA. Pour cela, il nous a déjà garanti que les réserves qui étaient dans les banques françaises ont été rapatriées dans les fonds de la CEDEAO. Il nous a dit que le seul lien qu'il y a aujourd'hui, c'est les mécanismes de stabilisation qui ont été faits à la demande de nos chefs d'État. Moi, je l'entends très bien, je suis d'accord. Si pendant un moment, nos dirigeants, c'est la preuve que nos dirigeants ont été au cœur de notre réflexion et que nous sommes partenaires de nos dirigeants, estiment qu'il faut encore stabiliser cette monnaie, il n'y a pas de problème. D'accord. Autre chose importante, Rapidement. Voilà. Ouais. Autre chose importante à mon avis, c'est la mobilité estudiantine. Donc avec Emmanuel Macron, on a discuté et on va continuer pour essayer de mettre une sorte de programme, ce qu'on appelle les programmes Erasmus.
qui vont favoriser la circulation des étudiants entre les universités africaines, c'est très important, c'est-à-dire un étudiant en histoire qui a un master en histoire pourra bénéficier d'une bourse pour aller faire une partie de sa recherche au Sénégal, etc. Et aussi faciliter l'obtention de la circulation des étudiants, des chercheurs pour pouvoir renforcer. Enfin, autre point important dans la recherche, puisque la dame, j'oublie encore son nom, parlait de la recherche, favoriser l'émergence des centres de recherche sur le continent. Parce que la recherche aujourd'hui est la clé de notre avenir. Donc voici pêle-mêle des décisions et nous aurons un mois pour faire des propositions concrètes, des feuilles de route que nous allons soumettre à Achille et à Emmanuel Macron. D'accord, très bien. Alors, messieurs, madame, Arthur Banga vient d'égrener le chapelet non exhaustif peut-être des résolutions de ce sommet. Réaction rapidement avant de passer au prochain sujet. Oui. Si tu le permets, Ali, dire que ma consternation devient encore plus grande. Pas autant que celle de Dr Banga. Mais bref, alors, quand j'entends aide à la démocratie, mobilité entre les universités africaines, mais diastre, ce n'est pas à Paris qu'on va discuter la mobilité entre les universités africaines, Dr Banga. Alors, tout à l'heure, quand je vous interpellais sur la recherche, je ne parlais pas des ONG. Alors, vous me dites que les ONG ont fait des choses sur le continent, des campagnes, etc. Non, un pays ne se développe pas avec les ONG. Je dis qu'il faut poser une réflexion prospective sur l'Afrique, la consigner, la donner aux gouvernants, aux chefs d'État. Et en tant qu'universitaire, si vous voyez que les gouvernances qui sont implémentées n'y répondent pas, il faut donner de la voix. Voilà de quoi il est question, on ne vous parle pas d'ONG. Une ONG ne peut pas développer un pays ni un continent. Il faut d'ailleurs que l'Afrique sorte du système des ONG. L'ONG ne fait que perpétuer l'assistanat. Alors, j'entends souvent Dr Arthur Banga dire « ça ne marche pas, il y a des problèmes sur le continent ». Mais de quoi parlez-vous, Dr Banga? De quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui ne marche pas? S'il y a un constat à faire sur le continent, mais on le fait en Afrique et on trouve les solutions endogènes. Maintenant, si nous avons besoin d'un partenaire pour nous aider, mais c'est nous qui l'invitons. Mais vous ne pouvez pas me dire que vous allez gérer la mobilité entre des universités du Sénégal et de Côte d'Ivoire en France. Non, docteur Banga, je ne suis pas d'accord avec vous. Il faut libérer les énergies africaines et cela ne se fait pas à Paris, cela se fait sur le continent. On vous a bien compris. Landry Couillot, rapidement. Très rapidement, je constate une chose. Je constate le dépit d'une jeunesse africaine qui souffre du manque de cadre dans lequel il pourrait s'exprimer vis-à-vis de ses gouvernants. Si aujourd'hui, je vais utiliser le terme précipité. Avant que vous n'alliez un peu plus loin, NCI 360 permet aux jeunes Africains de se prononcer. Je suis d'accord, Voilà, c'est juste cette précision. Donnez-moi un exemple. Justement, quelque chose de structurel. Dites-moi, au niveau national, quand est-ce qu'un gouvernement a accepté une telle rencontre afin que des jeunes issus de la société civile, du secteur privé, puissent leur parler de cœur, au niveau sous-régional, au niveau continental. On nous parlait de l'Union africaine, ils ont un super siège qui a été financé par la Chine. Mais attention, est-ce qu'on leur proposait cela? La France utilise une brèche. Il y a un manque, il y a un besoin de cette jeunesse. Je termine, s'il vous plaît. Laissez-le terminer. Je dis, je ne justifie pas, j'explique. Non, je ne vous contredirai pas, c'est pour apporter de l'eau à votre moulin. Absolument, pour moi, la responsabilité est d'abord de nos gouvernants. C'est comme un père qui n'a pas de communication avec son fils et son fils va pouvoir parler avec le voisin. Voilà. Et le voisin va lui parler des problèmes qu'il a avec son père. On est dans cette configuration-là. Aujourd'hui, on se plaint de cette formule. De toutes les manières, les sommets France-Afrique, Afrique-France, ça date de 1973, n'est-ce pas, jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas dans 5 ans que ça va se terminer, puisqu'il va falloir mettre en œuvre ces résolutions et pouvoir faire un suivi, évaluation. Donc on aura encore. Ce que je propose, autant qu'on a la société civile qui se manifeste comme un véritable acteur de relations internationales et manifeste ici qu'il faut désormais compter avec elle. Il va falloir que pour les prochains sommets, les chefs d'État soient associés à cette société civile et qu'en face d'eux, avec le fameux Emmanuel Macron, on puisse décider, qu'ils puissent entendre. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en bonne posture de dire on n'y était pas. On ne sait même pas de quoi vous parlez. Quand on parle d'université et autres, ça dépend de la souveraineté des États, n'est-ce pas? Donc il va falloir désormais avoir une formule qui associe ces 3 entités-là afin de pouvoir discuter pour de vrai jusqu'à ce qu'on puisse en sortir. Dernière chose que je vais poser comme question, qui finance tout ça?
Parce que c'est celui qui finance, qui décide, qui oriente, qui donne la direction, qui finance tout ça. D'accord, très bien. Ali, en un mot Aristide, pour apporter oui, rapidement, de l'eau Marie-Gisèle. au moulin de M. Couillot. Alors, ce que j'aurais attendu du docteur Banga, par exemple, mais c'est d'écrire à l'Union africaine ou au gouvernement de Côte d'Ivoire pour dire je propose et j'insiste et je joins à moi certains de mes collègues, il faut créer un cadre avec votre jeunesse. Mais ce n'est pas parce que ces cadres-là n'existent pas d'aller se réfugier dans les bras du président français. Voilà ce que j'attends. Et la formule que vous êtes en train de proposer même, ne me sied même pas. Les chefs d'État africains associés aux jeunes Africains pour aller expliquer... Oui, mais c'est la réalité, ça se chante pas. Il faut que le débat se fasse en Afrique, ici, par des Africains, pour les Africains, entre Africains. Voilà, d'exiger ce débat-là. Très bien. Alors, vous n'allez pas faire un ping-pong, monsieur, madame. D'accord, c'est moi qui distribue la parole, monsieur, madame. Aristide Nkenda, rapidement. Alors, je suis triste parce que j'ai perdu mon Arthur. J'ai perdu mon Arthur. Donc vous y allez un peu fort quand même. J'ai perdu mon Arthur parce que, je vous ai dit, c'est très dangereux lorsqu'on essaie de changer votre culte. L'aliénation n'est pas culturelle, elle est culturelle. Et ils ont bien réussi à faire cela. Bon, je ne vais pas insister là-dessus, mais je voulais seulement revenir sur le fait que c'est dangereux de pouvoir se développer à partir des ONG. Arthur Banga a rappelé que j'étais à Kigali. J'étais à Kigali pour le PADEF Kigali 2021. Et ce que nous avons reçu comme explication de Rwanda Corporation, c'est que lorsqu'ils prennent les rênes du pouvoir, ils chassent toutes les ONG. Donc ces 30 millions d'euros qu'on donne pour ces ONG, nous allons les combattre, nous allons les faire reculer, nous allons expliquer aux gens de ne pas accepter cet argent parce que nous n'avons pas besoin de ça. La représentante du Burkina a dit que ce n'est pas avec l'aide qu'on peut faire reculer l'aide, qu'on peut faire reculer la dépendance. Donc, il faut qu'on ait des solutions innovantes, endogènes, avec des bonnes pratiques. Très bien. Ali, c'est très important ce que je dis. Bien sûr. Tant que leader d'opinion, en tant que journaliste, nous allons utiliser le moyen que nous avons comme la plume pour dire que ces 30 millions d'euros, c'est un piège, c'est un poison qu'on va On vous a bien compris. Arthur Banga, je vous laisse réagir sur cette dernière observation de Landry Couillot. Celui qui finance décide. Comment vous réagissez ? C'est ce que je dis tous les jours, il faut qu'on évolue dans notre façon de penser. Le monde, il évolue. C'est pour ça qu'on parle, en fait, il faut bien comprendre ce que Aristide n'a pas compris, ce que Elda a dit. Et ce que Elda a dit fait passer de ce qu'on pense. Et je l'ai dit, il faut quitter le paternalisme. Le paternalisme, c'est celui qui parle d'aide. C'est celui qui dit, quand je finance, je décide. C'est comme ton père qui te dit, parce que je paye tes études, tu dois faire maths. Ça, c'est passé. C'est pour ça qu'on parle d'investissement solidaire. On dit pour que les projets atteignent leur cible, il faut deux choses. Il faut que celui qui est la cible du projet participe à la décision. C'est en cela qu'on a revendiqué. Le président Emmanuel Macron est d'accord avec nous. Il nous invitera aux 80 ans de l'FD pour réfléchir justement à cet instrument. Les instruments doivent, pour que les projets atteignent leur cible, la cible doit participer à la décision. Je finance les études de mon enfant, c'est vrai, mais ce n'est pas moi qui choisis ce qu'il étudie. S'il veut faire de l'art, pour revenir au coefficient, s'il veut faire de la musique, on discute de ce qu'on fait de cet argent. Parce que si je décide tout seul de ce que je fais de cet argent, ça ne veut pas arriver. Et c'est ce qu'on demande. Ensuite, Mme Nguessan, elle confond tout. Ce n'est pas parce tout ce qui concerne l'Afrique doit être décidé en Afrique. Il y a des problèmes qui concernent les Africains. Par exemple, construire des routes, aller à l'hôpital, parler comme ça, c'est des choses africaines. Il y a des relations bilatérales, il y a des choses qui nous concernent tous les deux. Les bases militaires, ça concerne à la fois la France et l'Afrique. Le franc CFA, ça concerne à la fois la France et l'Afrique. La demande des visas de nos étudiants, ça concerne à la fois la France et l'Afrique. Le statut de notre diaspora, ça concerne à la fois la France et l'Afrique. Et ces questions-là, pour en discuter, on doit en discuter avec le partenaire. Il faut qu'elle mette ça bien dans sa tête. On ne dit pas à la France, je vais nous développer, on l'a dit. Nous, on l'a dit dans le discours. On se développe. Mais dans notre développement, il y a une partie de notre développement qui se lie en bilatéral ou en multilatéral. La crise climatique, vous ne pouvez pas la régler toute seule. La crise contre la Covid, vous ne pouvez pas la régler toute seule. Les crises démographiques, les migrations, l'insécurité, ce ne sont pas des questions nationales. Ce sont des questions internationales qui doivent se discuter dans des forums internationaux, dans des sommets internationaux, en mobilisant des chercheurs africains, européens, des présidents africains, européens. Et terminé par Londres.
Landry, je ne l'ai jamais dit et on ne l'a jamais dit. Nous-mêmes, nous l'avons dit. On vient contribuer. On ne dit pas que nos chefs d'État n'ont pas leur rôle. Ils ont leur rôle, mais ils ont autant leur rôle que nous. Et si on nous donne l'occasion de parler, si on nous donne l'occasion de réfléchir, si on nous donne l'occasion de proposer, on ne va pas attendre ça, on va saisir cette opportunité. Merci beaucoup. Je termine, Ali. Oui, terminez, Arthur, terminez. On a considéré ça comme une opportunité, comme une chance pour peser dans les relations internationales. Et nous, on saisit nos chances. On ne fuit pas nos chances comme Landry nous demande de le faire pour attendre que nos chefs d'État nous disent de le faire. Nous l'avons fait. Nous allons rattraper nos chefs d'État. Nous avons encouragé, d'ailleurs, au mois de mars, il y aura le sommet Europe-Afrique. Nous sommes des acteurs et nous allons agir. C'est ça la mission que nous nous sommes donnée. Et ça n'empêche pas, ça n'enlève rien pour répondre enfin à Aristide. Tu ne m'as pas perdu, Aristide. Je suis toujours engagé pour l'Afrique. Et c'est parce que je suis engagé pour l'Afrique que je demande à la France de contribuer à un fonds qui va permettre la démocratie en Afrique. Tu n'as pas fait le terrain. Il y a des associations, elles sont nombreuses ici, qui ont besoin de financement pour aller faire des campagnes de sensibilisation. Si on peut les aider par un investissement solidaire, où est le mal, Aristide? Où est le mal? Ça ne t'empêche pas, toi, d'avoir des initiatives locales. On peut avoir des initiatives locales. Ces initiatives locales-là, elles vont en même temps que les initiatives internationales. Arthur Banga, vous avez bien compris. Enfin, Ali, mon dernier mot. Moi, je serais heureux que les présidents d'Afrique nous invitent, comme Emmanuel Macron l'a fait. D'accord. Le message est passé. Le message est passé. Merci beaucoup, Arthur Banga. Alors, messieurs, cette semaine, il y a eu aussi les préparatifs du congrès constitutif du parti en gestation de l'ex-président Laurent Gbagbo. Préparatifs qui vont bon train. Mieux, le comité d'organisation est prêt pour une rencontre réussie aux dates prévues, à savoir les 16 et 17 octobre prochains. Assurance donnée vendredi par Sébastien Dano-Djedje. C'était à l'occasion d'une conférence de presse en prélude au lancement du congrès constitutif de la nouvelle formation politique annoncée par Laurent Gbagbo. Le reportage de Thiemé Dandje et Eric Kimou, et on en parle juste après. Le congrès constitutif du parti en gestation de l'ancien président Laurent Gbagbo aura bel et bien lieu aux dates prévues, à savoir du 16 au 17 octobre prochain. En conférence de presse de lancement des activités de ce rendez-vous politique majeur, le président du congrès lève tout équivoque. Nous sommes toujours prêts. Le congrès aura bel et bien lieu à l'Hôtel Ivoire les 16 et 17 octobre 2021. Nous sommes prêts. Sont attendus aux travaux devant donner jour au nouveau parti qui se veut ouvert, 1650 congressistes. Qui sont-ils? L'ex-première dame, investie marraine d'un mouvement de la société civile, sera-t-elle de la partie? Qu'est du sort du parti de Blé Goudé? Sur ces points, Dano-Djedje fait des précisions. Madame Gbagbo, jusqu'à preuve du contraire, elle est membre du l'ancien FPI. Nous créons un nouveau parti. Comme nous invitons les Ivoiriens pour venir adhérer à ce nouveau parti, elle est invitée à adhérer aussi à ce nouveau parti. Nous tous qui parlons aujourd'hui, nous sommes en train de faire nos documents, remplir nos documents pour adhérer à ce nouveau parti. Donc c'est un parti qui est ouvert, nous lançons un appel à tous les Ivoiriens. Mais je ne voulais pas qu'on particularise les problèmes. Le parti de Blé Goudé n'a pas encore donné son avis sur cet appel. Nous attendons. Ce que je sais, c'est que leur parti est invité à l'ouverture. C'est un mouvement qui est lancé. Et chaque Ivoirien ou chaque groupe d'Ivoiriens viendra à son temps et à son rythme. Outre l'hôtel Ivoire retenu pour les travaux, Cocody Blocos, où va être construit un village, va abriter les festivités populaires du futur parti. Une nouvelle formation qui va servir de cheval pour la course de la présidentielle 2025. Justin Koné-Katinan, vous êtes le président de la commission communication de ce congrès constitutif du parti du président Laurent Gbagbo. À quelques jours de ce congrès, comment les choses se passent? Très bien. C'est pas très bien. Pour nous, après le retour du président Laurent Gbagbo, qui a été pour nous un élément déclencheur et qui reste très important, pour nous un élément très majeur pour la Côte d'Ivoire, le congrès que nous préparons le 16 et 17 octobre prochain est pour le second événement qui doit prendre de l'ampleur parce qu'il s'agit de donner des perspectives, de donner de nouvelles perspectives. J'ai bien écouté les débats qui ont eu lieu tout à l'heure. Je pense que tout à l'heure, je disais, nous avons
devant ces besoins de cette jeunesse, de tout ça, il faut leur faire de nouvelles propositions, il faut leur offrir de nouvelles perspectives, il faut leur donner une réponse politique, parce que de toutes les façons, la réponse à nos problèmes ne peut être d'ordre politique. Puis c'est la politique qui permet donc de gérer la cité, la société. Donc nous sommes très prêts. Nous voulons que ce soit une occasion de grande fête. Comme toujours, lorsqu'il s'agit du président Laurent Gbagbo, les choses elles drainent toujours du monde. Donc les 16 et 17, nous voulons vraiment du monde à l'Hôtel Ivoire. Évidemment, il y a 1600 personnes qui vont pour les travaux scientifiques et ainsi de suite. Mais les fêtes, le monde autour de la fête, pour que le caractère festif puisse être maintenu et je dirais bien suivi. Donc nous attendons du monde et nous sommes mobilisés pour qu'il y ait du monde, pour que ce soit vraiment une grande fête. Est-ce que le principal défi de ce congrès constitutif n'est pas le fait de remettre ensemble la gauche ivoirienne, la grande famille de la gauche ivoirienne? Oui, même au-delà, parce que il faut toujours tirer de l'expérience les leçons de notre expérience. Et le président Laurent Gbagbo qui est resté, qui s'est aux prises avec le système, c'est comme ça que nous appelons le système, qui a fait pratiquement 10 ans d'isolement, et qui a eu le temps du recul et de l'analyse, et s'est dit certainement qu'on gagnerait à organiser effectivement toute la gauche ivoirienne, mais même au-delà, en incluant une dimension panafricaine, parce qu'aujourd'hui, vu les questions transcendantales sont énormes, on se rend compte qu'aucun pays à lui seul ne peut s'en sortir. Et donc, il faut y introduire donc, une dimension, je dirais, panafricaine. Et donc, grande gauche ivoirienne associée à la gauche africaine pour de nouvelles perspectives pour l'Afrique. Oui, Monsieur Katina, d'abord, je voulais vous souhaiter Akwaba parce que c'est la première fois que je vois depuis que vous êtes revenu. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est comment vous avez trouvé Abidjan quand vous êtes revenu. Oui. La deuxième, c'est que vous parlez du panafricanisme concernant ces nouveaux partis politiques, alors que votre ancien allié, Pascal Affi-N'Guessan, a donc estimé au cours d'une conférence de presse que le fait que vous soyez parti, ça leur enlève une épine du pied parce que vous avez un discours très dur, vous avez des discours clivants. Est-ce que le panafricanisme rime avec ce que Pascal Affi-N'Guessan vous reproche? Alors, je voudrais dire tout simplement quelque chose. Quand je suis avec vous, si je ne suis pas d'accord avec vous, je démissionne. Je n'attends pas que nous soyons séparés et je vous dis, je ne suis pas d'accord, je n'étais pas d'accord avec vous. Vous comprenez? Et je ne voudrais vraiment pas faire de polémique là-dessus, parce que ces genres de rapports-là, ça manque d'honnêteté. Et moi, je n'aime pas les rapports qui manquent d'honnêteté. Non, c'est sur l'idéologie. Non, j'en arrive pour répondre. J'en arrive pour répondre à votre question. Nous avons toujours été un parti de gauche. Nous avons toujours été une partie de gauche. Ce que le président Gbagbo propose aujourd'hui, c'est le rassemblement de cette gauche qui était éparpillée autour d'un mouvement central, puissant, qui puisse converger toutes les intelligences, toutes les énergies des hommes de gauche. Mais je vous ai dit, y compris la Côte d'Ivoire, mais la gauche au niveau de l'Afrique. Et je voudrais vraiment vous expliquer quelque chose. Regardons très bien. Chaque fois que l'Afrique s'est réunie pour faire face aux défis, chaque fois qu'elle s'est réunie pour faire face aux défis, elle gagne. L'exemple, c'est le RDA. Pour gagner le défi des indépendances, il a fallu que l'Afrique cristallise toutes ses énergies autour d'un certain nombre de valeurs, qui étaient la liberté des peuples, et l'Afrique a gagné. Et c'est quand nous avons perdu, nous avons gagné, et que nous avons commencé à aller en rang dispersé, que nous nous sommes affaiblis. Donc nous avons déjà une expérience, et je pense que c'est cette expérience-là que nous voulons proposer quand nous parlons donc du panafricanisme. Vous n'avez pas répondu à ma question, quand vous avez trouvé Abidjan quand vous êtes revenu? Alors, deux choses. Je l'ai déjà dit quelque part, Abidjan est ultra saturé. Ça, c'est ma première remarque, qui n'est pas péjorative, hein. Ben, c'est un constat, c'est que pour venir de chez moi à ici, on a dû, j'avais même peur, même en plein de ne pas être à l'heure. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, il y a eu des infrastructures qui ont été suffisamment élaborées, qui ont été mises en place.
suivant un schéma directeur qui existait il y a longtemps, hein, pour beaucoup, et pour beaucoup qui existait longtemps, et même certains financements qui existaient déjà. Donc, il y a effectivement des infrastructures qui ont été faites. Mais malgré ça, nous nous rendons compte que la situation en termes de circulation n'est pas aisée. Peut-être qu'il faut songer à d'autres situations, d'autres solutions. Justin Koné-Katinan, la gauche ivoirienne, portée évidemment par Laurent Gbagbo dans les années 2000, a initié d'intégrer dans la Constitution la limite d'âge à 75 ans. Elle a été sautée en 2016. Aujourd'hui, le débat refait surface. Est-ce que, à ce congrès constitutif, vous aborderez la question? Non, parce que... Est-ce que vous êtes favorable à quoi? Au retour à la limite d'âge dans la Constitution? Écoutez, il y a deux choses pour lesquelles vraiment ma position est claire. L'une des faiblesses de nos États, c'est le jeu avec les constitutions. Pour les intérêts, je dirais, très personnels, ou en tout cas pour des intérêts bien orientés. J'ai demandé à quelqu'un qu'on m'explique qu'est-ce qui a changé entre 2016 et 2021. Qu'est-ce que l'âge a commis de criminels, en tout cas du moins pour qu'il devienne un élément central entre 2016 et 2021, pour qu'il devienne aujourd'hui l'élément central, comme si c'était la solution devait passer par là. J'ai toujours dit, il faut faire attention aux miroirs aux alouettes. Les miroirs aux alouettes, c'est-à-dire on vous donne un leurre et on vous détourne votre attention vers ce leurre-là. Non, la question de la Côte d'Ivoire est profonde. Ce n'est pas un problème d'âge et je suis capable d'expliquer que ce n'est pas un problème d'âge. Si vous me le permettez, je peux vous dire... Allez rapidement, allez-y. Voilà, on ne m'a jamais expliqué que lorsque le président Houphouët décède et que l'actuel chef de l'État et le président Bédié se battent pour la succession, il n'avait pas 75 ans. Bien. Lorsque Guéhi fait le coup d'État en 1999, il n'avait pas 75 ans. Bien. Lorsque Soro Guillaume fait sa rébellion, il n'avait pas 75 ans. Bon, dites-moi, qu'est-ce qui explique aujourd'hui, subitement, on nous dit que l'âge est la raison principale de nos problèmes en Côte d'Ivoire et qu'il faille changer la Constitution pour ça, alors qu'effectivement, on avait mis cette limite et qu'en 2016, elle a été citée. C'est pourquoi nous estimons que c'est une orientation personnelle contre le président Laurent Gbagbo. Et moi, en tant que son lieutenant et membre, on ne peut pas accepter parce qu'une constitution, ce n'est pas un Lego, ce n'est pas une pâte d'argile. Mais pourquoi singulièrement indexer le président Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié? Alors la raison est toute simple. Oui, la raison est toute simple. C'est que quand Laurent Gbagbo était à la CPI, la question d'âge ne dérangeait personne. C'est son retour qui fait qu'apparemment ça dérange. Sinon, quand il était là, c'est parce qu'il était là. On a levé l'âge en 2016. Ça n'a pas dérangé personne. Donc, on est en droit de regarder le contexte. Quand on regarde le contexte, c'est lui qui est visé. Sinon, il n'y a aucune raison, puisque ça n'avait pas dérangé quelqu'un en 2016, en tout cas. Landry Couillon. Ce que je tiens à préciser, c'est que cette initiative procède non pas d'un projet, mais d'une proposition. Alors, donc, d'un député, si vous permettez, monsieur le ministre. Donc déjà, lorsque vous vous expliquez en termes d'exclusion, d'élimination, je me dis attention, parce que nous avons pendant longtemps décrié le manque de productivité et de production du personnel parlementaire. Celui qui porte le projet aujourd'hui, la proposition aujourd'hui, a été élu il y a quelques mois. Donc du coup, ça justifie. S'il avait été élu député en 2016, peut-être aurait-il eu cette initiative de pouvoir porter cette proposition. D'ailleurs, à plusieurs reprises, lorsqu'il est interrogé sur la question, il dit qu'il porte ce projet depuis. Il le porte ce projet depuis et qu'il estime, pour sa part, que les personnes qui, principalement, semblent être visées, parce que la loi se veut être impersonnelle, ont elles-mêmes évoqué la question de ce que l'âge peut être un facteur limitatif dans l'exercice du pouvoir d'État. Donc, il les prend au mot. Si aujourd'hui, on se rend bien compte que par concours de circonstances, passé l'âge de 75 ans, on se sent la capacité d'aller beaucoup plus loin, à ce moment, disons, faisons amende honorable de ce que nous avons dit à un moment donné de notre histoire et de dire que nous sommes en capacité de pouvoir gouverner. Mais il faut d'abord, au-delà même de la simple critique qui vient de nous, se poser la question de savoir mais, que disent les Ivoiriens.
C'est en cela que je suis un peu peiné de ce que nous n'avons pas d'institutions ou de structures en capacité de pouvoir produire des statistiques. On me dira, oui, les chiffres des statistiques peuvent être interprétés d'une manière ou d'une autre. Mais laissons cette fois-ci le peuple de Côte d'Ivoire, en référendum, décider de ce qu'il veut. On me dira, mais on n'a pas totalement confiance aux institutions. Mais on n'aura jamais confiance absolument. Mais c'est un débat très important, c'est une question qu'il faut poser aux Ivoiriens. C'est vrai que dans l'argumentaire, chacun va pouvoir proposer, dire, défendre, expliquer. Et c'est normal, ça fait partie du débat démocratique. Mais il est important que le peuple se prononce sur cette question. Ce n'est pas rien du tout. C'est important pour lui. Très bien. Marie-Gisèle, rapidement. Alors, Ali, je commencerai par la limitation d'âge pour en arriver au Congrès. Moi, je suis pour la limitation d'âge. Je dirais même 70 ans. Parce que les mandats présidentiels vont en général à 2. Donc, à 75 ans, quand vous avez 2 mandats, vous en arrivez à 85. C'est trop. Parce que la raison pour moi est d'abord scientifique. C'est vrai qu'un jeune, le ministre a cité tout à l'heure des exemples de gens qui n'avaient pas 75 ans et qui, ma foi, ont donné à voir des situations qui n'étaient pas heureuses. Mais les cellules et les neurones, c'est scientifique. À partir d'un certain âge, vous éprouvez un peu plus de difficultés. Il faut en tenir compte. En sciences politiques, et je pense qu'Aristide me rejoindra, comme en communication, mais l'âge est un facteur limitant. Tout à fait. Ça ne veut pas dire que vous êtes sénile, ce n'est pas cela qu'on dit, mais voyez-vous, les problèmes de santé deviennent nombreux. Donc moi, je proposerais moi-même 70 ans, comme ça, s'il y a 2 mandats, on en arrive à 80. Mais c'est un détail. Limitation d'âge pour moi et limitation de mandat aussi à 2. Alors, pour en arriver au Congrès, alors, dans les propos du ministre tout à l'heure, j'ai été gênée par 2 choses. Les alliances panafricaines, c'est normal. Un parti doit avoir des alliés au-delà de ses frontières. Mais le retour à l'exemple du RDA m'a un peu gêné, alors que vous êtes le parti qui avait milité pour le multipartisme. Êtes-vous en train de nous dire que, ma foi, le multipartisme n'a pas autant de vertus que cela? C'est juste une parenthèse. Ensuite, vous me parlez d'alliance de la gauche. Mais je suis surprise. Pourquoi? Comment pensez-vous pouvoir réunir la gauche quand, je ne dirais pas, alors je ne sais quoi dire, quand vous perdez vos principaux lieutenants ou quand vous-même vous les écartez? Le congrès du 17, ma foi, je pense, se fera sans Simone Gbagbo, sans Pascal Affi-N'Guessan, sans Charles Blé Goudé, probablement. Mais les principaux... Je ne dis pas que vous, M. Katina, le professeur Dano Didier Assouadou ne sont pas des généraux, pardon, des principaux lieutenants du président Gbagbo. Mais Simone Gbagbo, Affi-N'Guessan et Charles Blé Goudé me semblent être des généraux de pointe. Je m'explique. En 2010, lorsque la crise survient, l'un des principaux lieutenants de Laurent Gbagbo s'appelle Simone Gbagbo. Affi-N'Guessan était le premier ministre de Laurent Gbagbo et le général de la mobilisation, Laurent Gbagbo, s'appelle Charles Blé Goudé. Alors, comment pensez-vous pouvoir réunir la gauche quand ces éléments-là, d'une façon ou d'une autre, ne sont plus là? Moi, j'en arrive, monsieur le ministre. Je crois que... Non, s'il vous plaît, oui, bien sûr, il faudrait que je puisse vous répondre. Bien sûr, j'ai oublié totalement chose. Alors, Charles Blé Goudé, s'il n'est pas là, ce n'est pas de notre faute. On ne lui a pas encore remis son passeport. Donc ça, ce n'est pas notre faute, OK? Donc ne mélangeons pas les choses. Donc je ne peux pas préjuger. Si Charles Blé, s'il était là, il serait venu ou pas. Si on lui donne son passeport avant le 16 et qu'il vient, alors on avisera. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose que je voudrais vous dire rapidement, je crois qu'il y a des confusions qu'il ne faut pas qu'on le fasse. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'exemple du RDA en tant que rassemblement des forces africaines pour lutter contre un objectif. Mais je n'ai pas parlé d'unicité. Donc, dans le cas des alliances panafricaines. Non, vous avez parlé d'unicité. Je n'ai pas parlé de parti unique. Non, c'est mon analyse. L'idée de l'unicité, de l'unité des forces pour un objectif bien précis. Ça n'a rien à voir avec le multipartisme qui est que nous avons plusieurs expressions. OK? Ça, c'est là. Je voulais vraiment faire la part des choses. Deuxièmement, pour venir à votre chose, je crois que très souvent, quand il y a un débat politique, ça très souvent pour moi, ce qui me paraît comme étant des détails. Pascal Affi-N'Guessan, pour nous, il n'est plus notre camarade. Ça, on ne va pas refaire le débat ici.
Merci, il monsieur n'est le plus ministre. notre camarade. Voilà. C'est fini, là. C'est fini. On a donné toutes les possibilités. Ça n'a pas marché. Il n'est pas notre camarade. Vous apportez de l'eau à mon OK. Voilà. Alors, là, Simone... Laissez-le terminer. Laissez M. Katina terminer. Le cas du docteur Hervé. Docteur qui? Hervé Simone. Ah oui. Nous l'appelons Simone. Hervé Simone Gbagbo. Nous l'appelons Simone, c'est notre nom de voilà, camarade. Mais nous, bon, voilà, nous sommes des journalistes. Notre camarade, nous l'appelons Simone, notre camarade. Alors, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si Simone viendra ou pas. En tout cas, elle n'a pas encore exprimé qu'elle ne viendrait pas à cette rencontre. Vous y croyez? Vous croyez à sa présence? Non, je ne fais jamais, je ne préjuge de rien. Je ne préjuge de rien. Mais ce que nous voulons dire, c'est que nous avons lancé l'idée, avant que nous n'en arrivions à ça, à lancer cette idée le 9 août dernier. Il y a eu des concertations, il y a eu une rencontre. Et à cette rencontre, Mme Simone Gbagbo était là, elle était présente, elle était dans la salle, il n'y a pas eu d'objection. Avant même, il y a eu une réunion un peu, comment on appelle, restreinte au sommet. Pour reprendre un peu l'expression de tout à l'heure, au sommet, à notre sommet, et puis nous avons décidé cela de commun accord. Donc, laissez-moi me contenter de ça et ne pas de préjuger de ce qu'elle sera là ou de ce qu'elle ne sera pas là. Mais dans tous les cas de figure, nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de tracer un nouveau sillon. Nous donnons un nouvel instrument de lutte politique, en tirant les leçons de notre passé. Les leçons de notre passé. Évidemment, nous souhaitons, Simone, qu'elle vienne avec nous, mais nous ne disposons pas de sa volonté. Merci, monsieur le ministre. Sa volonté, et nous ne pouvons pas forcer sa volonté. Merci, monsieur le ministre. Marie-Gisèle, vous terminez rapidement avant de... Voyez-vous, vous êtes un politicien, un homme politique, et moi, je suis journaliste et analyste politique. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes points de vue et les mêmes angles. Moi, je vous... Nous là, hein. Bien sûr. Oui, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on fait le débat. Voilà. Alors, vous voyez, lorsque je vous cite ces trois noms, ce n'est pas des détails. Non, laissez-moi finir. Ce ne sont pas des détails. Oui. Pourquoi? Mais parce que... Alors, pour utiliser l'expression d'Aristide Kenda Kenda, j'ai l'impression qu'on a perdu le président Laurent Gbagbo en route. Vous allez me payer les royalties. Vous l'avez quoi? Que nous l'avons perdu en route. Vous, c'est qui le nous? Je veux savoir, parce que je ne comprends pas bien le nous, c'est qui? Bonne précision. Oui, si je peux le dire, hein, c'est une expression comme ça. Je veux bien le dire, mais le nous, je cherche à comprendre le nous, parce que moi, je n'ai pas perdu. Vous faites allusion à qui? Voilà, à des observateurs, je n'ai pas perdu. Oui, il y a des observateurs, il y a des partisans, il y a des sympathisants. Alors, je m'explique. L'enjeu, vous avez parlé tout à l'heure de mobilisation qui va être au sommet, je suis d'accord. Quand le FPI sort, c'est la mobilisation. La fête sera belle, mais ce n'est pas cela l'enjeu. Pour moi, journaliste et analyste politique, l'enjeu pour Laurent Gbagbo lorsqu'il revient le 17 juillet à Abidjan, ce que moi et certains observateurs attendons de lui, c'est l'union de la gauche, le rassemblement autour de lui. Mais madame, c'est exactement ce que nous vous disons. Non, ce n'est pas cela. S'il vous plaît, madame. Ce n'est pas cela. Non, madame. Si, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Laissez-moi développer. Vous comprendrez mieux ma pensée. Je suis venu porter un message au monde entier par rapport au Congrès. Parce que là, vous m'emmenez sur un sujet qui n'est pas du tout le sujet pour lequel je suis là. D'accord. S'il vous plaît, je pense qu'il faut que les choses soient claires. Ce débat, si vous le souhaitez, vous m'appellerez un jour, on va le mener. Non, ce n'est pas cela le débat. C'est juste l'annonce du Congrès ou c'est un débat autour du Congrès. Marie-Gisèle, vous avez parlé pendant un moment, on vous a bien compris. Je pense que mais j'aimerais que vous me précisiez si c'est juste une annonce du Congrès. Non, ce n'est pas une annonce, on fait le débat. On peut débattre du Congrès. On est bien d'accord, mais le temps qui nous est imparti est en train de tirer vers sa fin. Absolument, c'est ça mon problème. Laissez-moi au moins aller au bout de ma pensée. Au bout de ma pensée. Non, je n'y étais pas. Marie-Gisèle, vous avez 30 secondes. Voilà, en 30 secondes, je dis que si Laurent Gbagbo ne peut pas faire l'union de ses principaux lieutenants, il aura du mal à rassembler la gauche et à aller au-delà, comme le ministre Katina le dit. Maintenant, si nous sommes là juste pour qu'il annonce qu'il y aura congrès le 17, qu'on ne peut pas y porter la contradiction, ça aussi on me le dit. Bien compris. Alors, et je m'arrêterai là. Madame, je voudrais quand même vous dire quelque chose. Ça, excusez-moi, je vais être peut-être un peu
Je suis très galant avec les bonnes dames. Hein. J'y répondrai, ne vous en faites pas. Mais les préjugés, laissons tomber les préjugés. Ce ne sont pas des préjugés. Tout à l'heure, je vous ai posé une question. Vous avez parlé. Nous sommes sur un plateau de journalistes et ne parlons pas de préjugés. C'est notre conception aussi. On laisse l'invité. Monsieur Katina n'est pas chargé de me convaincre en politique. Marie-Gisèle, vous avez fait dans un débat une analyse. Voilà. Vous avez fait votre analyse, s'il vous plaît. Non, mais c'est des préjugés, madame. Marie-Gisèle, vous dites que vous avez perdu Laurent Gbagbo parce qu'il est comme il ne peut pas avoir Simone avec lui. Non, ce n'est pas cela qui a été avec lui. Vous me permettrez de faire la précision suivante. Vous avez parlé, on vous a écouté. Laissez-le terminer. Si vous avez une contradiction à apporter, vous la ferez. D'accord. Monsieur Justin Koné-Katina, allez-y. Merci beaucoup. Non, nous n'avons pas perdu Laurent Gbagbo, en ce qui me concerne. Certains peuvent l'avoir perdu, mais moi, je ne l'ai pas perdu. Et puis, deuxièmement, le fait, et c'est notre truc que pour moi qu'il est préjugé, celui pour lequel je ne suis sûr que certains qui ne deviendra pas, c'est AFI, parce que nous ne faisons plus chemin ensemble. Ça, il n'y a pas de débat sur la question. Et Charles Blé Goudé, tout à l'heure, je vous ai dit, ce n'est pas de notre fait, parce que ceux qui doivent lui donner le passeport pour qu'il vienne, il n'est pas là. Donc, vous ne pouvez pas nous attacher ça aussi à Laurent Gbagbo, de son fait. Il reste donc le cas de Simone qui semble vous préoccuper au maximum parce que s'il n'est pas là, ça veut dire que Laurent Gbagbo n'est pas capable de réunir la gauche. Je vous dis que mener ce genre de débat, alors qu'il y a un événement qui a cours, je vous aimerais qu'on vous invite tout simplement après l'événement, parce que tous les débats que nous allons faire pour un événement qui aura lieu dans 3, 5, 6 jours, sur des questions qui vont, ah oui, est-ce que ça va marcher, ça ne marchera pas, je vous invite tout simplement à nous laisser conclure notre parti, à voir son évolution et à en tirer les leçons. C'est pourquoi je vous ai parlé de préjugés. Préjugés, c'est-à-dire donner un jugement en avance. C'est exactement ça. Parfois, quand on dit ça, les gens prennent ça de façon péjorative. Non, je fais un jugement en avance sur le fait que, comme ceux-là ne sont pas là, Laurent Gbagbo n'est pas capable des choses. Ça, je pense qu'il faudra que nous puissions faire la part. On vous a bien compris. Alors, professeur Dion, c'est moi qui vous donne la parole, Marie-Gisèle, in fine. Comme le ministre Katina vient juste de finir. Merci. Alors, j'ai le sentiment que Laurent Gbagbo est passé à une autre étape. Et je suis, en tant qu'analyste, un peu impressionné quand même par, comment on va appeler ça, cette indifférence assertive de Laurent Gbagbo. Quand il a fini de faire sa première déclaration, il n'est plus revenu là-dessus. Et il est en train d'avancer. Et ça, faut dire que ça m'impressionne quand même. C'est-à-dire qu'il a laissé un passé qu'il considère certainement comme dépassé, parce qu'il faut qu'il aille à un autre challenge. Et ça, j'observe depuis. Et j'ai remarqué qu'il n'a plus pris la parole pour revenir sur des questions sur lesquelles on est en train de débattre. Deuxième chose, j'ai dit ici à l'occasion d'un de nos débats, quand il revenait justement de La Haye, que nous étions à un carrefour de la responsabilité. Je le dis avec un clin d'œil pour Mme Simone Gbagbo. Nous sommes à un temps de clarification et de détermination. C'est valable pour elle. C'est valable pour nous tous, partout où nous sommes aujourd'hui. Mieux vaut ne pas être là où vous ne pouvez plus être vous-même. Si vous pensez que être quelque part, ça éteint vos lumières, ça vous enlève toute votre valeur, toutes vos qualités, le seul choix que vous avez, c'est de partir. Et de partir en toute responsabilité. La troisième chose, c'est que la création de ce parti, c'est pour moi un signe de vitalité démocratique et de pluralisme. Ça participe de l'animation démocratique. Et donc, ça ne peut pas être un problème. Ça ne doit pas être un problème. Et je terminerai peut-être sur le point de la responsabilité de nos aînés, de nos seniors. Laurent Gbagbo est conscient de son âge, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a été. Peut-être est-il en train de créer un instrument, mais qui ne va pas être un instrument pour lui-même seulement, mais peut-être un instrument pour l'avenir. Parce que tous ces aînés et ces seniors, ils doivent nous laisser un héritage. Qu'il s'agisse de Bédié, qu'il s'agisse de M. Ouattara, qu'il s'agisse de M. Gbagbo, c'est un héritage qu'ils doivent laisser aux jeunes générations, comme on dit. C'est pour ça que tout à l'heure, quand le ministre a parlé de RDA, moi, ça m'a interpellé. Entre parenthèses, quand on créait le RHDP, c'est une petite digression, et quand certains partis disaient fusion, absorption, pour moi, je me suis dit, mais pourquoi il ne fonctionne pas sur le modèle du RDA ? Quand nous étions jeunes, il y avait PDCI RDA. Et on dit PDCI, section territoriale
du RDA. C'est-à-dire le RDA est le grand ensemble qui porte une vision de libération de l'Afrique, mais chaque parti est une section du RDA parce qu'il y a des valeurs qui nous portent. C'est à ça que j'avais pensé au départ. Et je suis heureux que le ministre ait réveillé ça, mais dans le cadre de la gauche, parce que c'est de ça que nous avons besoin. Et c'est pour ça que ça rejoint le débat de tout à l'heure, sommet France-Afrique. Si l'Afrique n'est pas rassemblée, même dans sa diversité, mais dans un moule qui porte les valeurs démocratiques, ça va être difficile. Et je termine avec cette pensée de Laurent Gbagbo que j'aime bien. Je sais qu'il va s'en souvenir, et peut-être le ministre aussi. C'est dans Sundiata Lion du Mandingue. Il dit « Le monde est malheureux parce que les hommes ne se souviennent pas. Or, hier n'est pas loin et demain est profond, d'une profondeur pleine d'espoir. » C'était mon mot pour M. Gbagbo ce soir. Avant de laisser la parole à M. Justin Koné-Katinan de réagir, Arthur Banga, comment vous réagissez rapidement? Il est encore là. Pour moi, on est très mal parti quand on parle d'union de la gauche, hein, c'est clair. L'argument de Charles Blé Goudé n'a pas, je dirais même le prétexte de Charles Blé Goudé n'a pas encore eu son passeport. Non, c'est un prétexte parce que aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme moyen de communication, je pense qu'on peut discuter avec Blé Goudé, obtenir de lui sa participation. C'est pas donc. Ensuite, à Finguessan, on va manquer déjà la photo. On ne sait pas encore pour Simone Gbagbo. Donc, qu'on ne le veuille pas, c'est clair, c'est un constat amer. Se rassembler la gauche, le parti de Laurent Gbagbo, le nouveau parti divise plus que ne rassemble, au moins. Après, ce qui est intéressant, c'est un beau challenge, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Dion. C'est une nouvelle page, on verra. On espère seulement que les questions de gauche seront vraiment abordées. Et j'ai un problème quand même quand on parle de souverainistes et d'africanité, c'est un gros problème. Est-ce que c'est un parti qui sera souverainiste ou ça serait un vrai parti de gauche, donc ouvert sur l'intégration? Ils vont avancer sur des sujets comme le vote des étrangers. Est-ce que les étrangers pourront voter aux élections locales? Est-ce qu'ils vont aller très loin pour que la CEDEAO ait une monnaie? Est-ce qu'ils vont supprimer les visas avec les Africains? Est-ce qu'ils vont augmenter les retraites? Est-ce que voilà, c'est question de retraite, c'est question des syndicats? Quels seront les engagements sur le climat? Voilà des questions qui nous intéressent au-delà de ces choses. Donc, si on peut avoir déjà une idée des orientations de gauche, notamment sur la place des étrangers, sur l'immigration, sur la relation de la CEDEAO, puisque être souverainiste et de gauche, ça me perturbe un peu, au-delà du fait que l'unité du début, c'est un vrai flop. D'accord. Justin Koné-Katinan, allez-y. Le problème, la confusion des termes. Je n'ai pas d'une somme nationaliste, parce que c'est le nationalisme qui exclut, la préférence nationale qui exclut. Mais la souveraineté, moi je parle de souveraineté, et je vous dis qu'on l'étend à un niveau africain. Parce que tout à l'heure, quand nous regardons ce qui se passe au Mali, vous pensez que moi, en tant qu'intellectuel africain, politique africain, je ne suis pas touché? Quand je vois ce qui se passe au Burkina, je ne suis pas touché? Quand je vois tous ces enjeux, toutes ces modifications géostratégiques qui ont pour cible l'Afrique, je suis interpellé. Donc forcément, la réflexion que je mène aujourd'hui, quand je la mène ici en Côte d'Ivoire, je veux qu'elle ait un écho au Sénégal, je veux qu'elle ait un écho en Centrafrique, je veux qu'elle ait un écho en Guinée, je veux qu'elle ait un écho partout. Parce que les problèmes qui nous assaillent, les problèmes sont transversaux. Et ce n'est pas parce que ce cloisonnement... J'ai l'habitude de dire quelque chose. L'un des gros problèmes que nous avons, l'Afrique a souffert depuis pratiquement 30 ans, c'est que nous n'avons pas été capables de concevoir une économie complémentaire. Mais nous avons fait des économies de compétition. C'est-à-dire que nous sommes entrés en compétition. Et au bout du compte, 30 ans après, mais nous avons tous perdu. Nous avons tous perdu. C'est-à-dire sur le plan fiscal, les questions budgétaires, les questions monétaires, nous avons tous perdu parce que nous sommes rentrés dans une logique de compétition au lieu de rentrer dans une logique de complémentarité. Mais quand vous regardez un peu l'exemple de l'Union européenne, comment elle a été construite, mais quand l'Allemagne est capable de faire sortir un chèque de plusieurs milliards pour donner à la Grèce, et ainsi de suite, mais c'est parce qu'elle sait que son plus grand partenaire, que celui qui l'intéresse le plus dans ses échanges commerciaux, c'est bien son voisin. Donc, c'est tout ça. C'est tout un projet de société qui doit se construire,
tout un programme qui doit se construire autour d'un certain nombre de valeurs. Je n'ai dit que ces valeurs, c'est-à-dire, comme on appelle le socialisme, enfin la gauche, avec ses limites, en nous inspirant de nos cultures africaines, parce que c'est ça aussi qui est fondamental aussi. Et puis, le panafricanisme pour faire face ensemble dans un esprit de souveraineté africaine. Parce que ces questions-là, quand on aborde ces questions, les gens ils ont tendance à nous coller des étiquettes, les vieux clichés de xénophobie. Non, nous disons qu'ici, la question de souveraineté, nous ne la voyons pas seulement au niveau ivoirien, nous le voyons au niveau africain, parce que le challenge est unique pour nous tous et nous devons pouvoir nous regrouper ensemble pour pouvoir affronter. Même dans nos diversités, mais au moins connaître qui est notre adversaire et comment nous devons l'aborder. Monsieur Koné Katina, si on vous demandait de résumer les enjeux du Congrès en quelques mots, oui, ce seraient lesquels? Renouveau, une nouvelle offre politique à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique, autour d'un leader qui a suffisamment montré sa capacité à résister et à affronter. Et puis, tout à l'heure, j'ai bien aimé l'expression, la clarté des positions. Parce que le flou aussi, dans les positions, ne nous arrange pas. La clarté des positions. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous aimerions que des personnes soient avec nous, mais nous ne disposons pas du tout de leur volonté. Voilà un peu en quoi je peux résumer. Et comme j'ai insisté que ces 2 jours, il y a les travaux, mais nous voulons la mobilisation autour. Et après, peut-être 1 an après, vous m'inviterez, je serai bien ravi. Non, un an, c'est trop. Dans quelques mois. On va toujours dans quelques mois. Une minute pour... Tu vas accorder une minute. Vous n'avez pas 1 minute, vous avez 30 secondes. 30 secondes. Alors, j'aimerais dire au docteur Katina que nous, notre rôle journaliste, c'est de spéculer et de faire des pronostics. Nous n'avons pas à attendre que vous finissiez votre congrès avant de spéculer et de pronostiquer. Ah, nous, on est les politiques. On est voilà, c'est notre métier. Alors, le docteur Dion a parlé tout à l'heure de passé par rapport au dépassé. Il est souvent difficile de construire une nouvelle réalité sans le passé. Alors, le disant, le docteur Koné Katina pense que je parle de la photo du couple Gbagbo. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Moi, je n'ai pas parlé de ça non plus. Voilà, vous avez pensé que j'insistais sur la présence de Simone. Non, mais nous avons observé des faits et nous les analysons. Voilà la question si... Marie-Gisèle, je suis obligé de vous interrompre. Et ça me fait 30 Monsieur secondes. Justin Koné Katina, dans cette émission, en fin d'émission, on attribue les cartons de la semaine. Une rubrique qui permet d'attribuer un carton s'il est rouge à une personnalité, une personne ou une institution qui s'est illustrée de mauvaise manière, quand il est vert pour encourager et quand il est jaune pour dire attention. Alors le premier carton ce soir, il est vert pour moi, je l'attribue à Aristide Nkenda qui a reçu un prix à Kigali. Aristide, rapidement, ce prix. Oui, c'est le prix Panev Kigali 2021 de meilleur éditorialiste africain. J'avais été désigné lors de la présentation du magazine Gut Africa, les As du continent. Nous sommes allés du 24 au 27 à Kigali. Il y a 500 nominés, 80 lauréats, 15 pays participants. Il y a de nombreux Africains qui sont lauréats de ce prix. Et c'est un immense honneur que je dédie à la Côte d'Ivoire. Je suis très heureux, je suis originaire du Cameroun, mais sur mon prix, c'est écrit Côte d'Ivoire. Ce pays m'a recueilli il y a 27 ans dans la rue, m'a lavé, m'a donné le prestige international. Ce prix, je le dédie aux Ivoiriens, à la Côte d'Ivoire. Pour moi, il n'y a pas... J'ai mes opinions politiques, mais je regarde chaque Ivoirien de la même manière. Il n'y a pas pour moi un Ivoirien qui est différent de l'autre. Et je voudrais saluer le peuple de Côte d'Ivoire, dédier ce prix à mes 2 garçons, Yannick et Wilfried, que je ne vois pas beaucoup, et dire merci à NCI, dire merci à la RTI, dire merci à Midi 1. Ce sont des télés où je passe pour parler, et c'est de là qu'on m'a découvert. Je voudrais saluer tous les techniciens qui nous ont toujours accompagnés. Merci et saluer beaucoup tous nos copanélistes. Merci à Ali, directeur de l'information, de m'avoir donné la chance de passer sur NCI. Merci Aristide et encore félicitations. Merci, on peut l'applaudir. Madame, monsieur, oui, bien sûr. Félicitations à Aristide Nkenda. Félicitations. Et je voulais seulement dire à Ali qu'il faut que tous les acteurs politiques me permettent de venir leur présenter le prix, parce que pour moi, c'est un prix de la Côte d'Ivoire. Absolument. Alors, monsieur, madame, quel carton vous attribuez au sommet Afrique-France? Professeur Dion. C'est jaune, c'est ça? Oui, jaune pour dire attention. Oui, attention. Emmanuel Macron. Parce que je l'ai écouté. L'initiative est bonne. Axe problématique qui ne change pas. Les mots-clés prioritaires sont restés. C'est juste les dénominations qui changent. Il y a un toilettage lexical. C'est cela. Mais la vision du monde
apparemment n'a pas encore D'accord. Il est de quelle couleur votre carton, Marie-Gisèle, pour le Il sommet est Afrique jaune. France? Il est jaune aussi. Je pense que c'est le carton intermédiaire. C'est cela. Il est jaune. Il est jaune et il est pour le président Laurent Gbagbo. Depuis son retour, il me laisse sur ma faim. Alors, le carton, il est jaune parce que le congrès aura lieu le 17, mais j'attendais le Laurent Gbagbo rassembleur. Un chef avale souvent des couleuvres. J'attendais qu'il prenne sur lui pour garder autour de lui ses principaux lieutenants. D'accord. De la crise de 2010. Alors, moi, ce n'est pas au sommet que je donne le carton, mais à l'aide. Les 30 millions d'euros, nous ne voulons pas de ces 30 millions d'euros. Je donne un carton rouge à ces 30 millions d'euros. D'accord, très bien. Landry Couillot? Moi, je donne un carton vert à qui? À l'honorable Assalé Tiemoko. Vous comprenez? J'estime que le pouvoir parlementaire doit être dynamique, un véritable contre-pouvoir où il y a de la productivité. On peut ne pas être d'accord avec le contenu d'une proposition de loi, mais le fait d'en prendre l'initiative est une chose merveilleuse, ça donne de l'espoir. Et ça justifie ce pourquoi des jeunes du nouveau parti ou d'ailleurs vont prendre l'initiative de se présenter. Carton vert à celui-ci, il faut l'encourager dans sa démarche et surtout suivre ses pas. On peut toujours parfaire l'œuvre humaine et c'est en cela que le débat démocratique a tout son sens. Absolument. Justin Koné-Katina, quel carton ce soir? Alors, il est vert. Pour qui? Pour Laurent Gbagbo et le peuple de Côte d'Ivoire. Pour une simple raison, tout simplement. Bien sûr. Nous attendons que le peuple se mobilise au maximum pour notre événement du 16 et du 17. Il est vert parce que ce congrès est d'abord la manifestation de la victoire de Laurent Gbagbo qu'on croyait définitivement mort politiquement, et en venant créer donc ce parti, il donne la preuve qu'il a de sa résilience et de sa projection pour l'avenir. Il est vert également pour le président Laurent Gbagbo, tout simplement parce que, contrairement à ce qu'on pense, il clarifie les positions des uns des autres, et mieux vaut aller dans une eau claire que de rester dans des situations ambiguës. Voilà. Très bien. Arthur Banga, vous n'avez pas de carton en main, comment on fait? Je peux le dire. Oui, rapidement, allez-y. Non, carton vert spécialement pour Achille et les 11 pépites. C'est 11 jeunes qui ont travaillé. On a travaillé sous pression parce qu'on voyait les commentaires, souvent les insultes, mais ça ne nous a pas découragés. On est peut-être fous parce qu'on rêve de changer les choses, mais je vais dire à tous ces 11 et à Achille qu'on fait bien de rêver et qu'on doit se battre pour confondre justement tous ceux qui nous prennent pour des vendus, des collaborateurs, des gens qui vont échouer. Ça nous motive à réussir. Quand dans quelques années, il n'y aura plus de base, il n'y aura plus de CFA, on aura plus de mobilité, on aura une relation équilibrée et transparente. On pourrait être fiers de ce qu'on a fait à Montpellier. Bien sûr. Bravo aux 11 pépites. Merci beaucoup Arthur Banga. Carton vert à tous nos internautes qui nous suivent et commentent nos directs sur nos réseaux sociaux. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci d'avoir suivi ce numéro de NCI 360. Merci à vous, chers invités, d'être venus. Justin Koné-Katina, merci d'être passé chez nous. Merci. Et on vous souhaite un bon congrès. Merci beaucoup. Merci et excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.